l'utilité publique et l'aspect sécuritaire. Qu'est-ce qu'on peut faire donc dans notre ville pour apporter des solutions. Et donc on vous l'avait dit, on vous l'a promis, donc je le répète, mais vraiment tout au long de la construction du projet, vous êtes les bienvenus pour apporter vraiment vos idées, pour poser vos problèmes aussi, pour nous identifier vos besoins, parce qu'on croit vraiment à la co-construction, et donc c'est une première soirée qui lance un cycle de co-construction de notre projet. Et vraiment, c'est important qu'on puisse en tout cas créer cette relation et que vous vous sentiez libre d'apporter vos idées. Alors, c'est un premier cycle qui s'annonce et je vous ai déjà donné la thématique, mais sachez que vous avez un certain nombre de choses qui vont être mises en place dans les jours qui viennent. Sentez-vous libre de participer véritablement. Là, ce soir, c'est notre premier rendez-vous de l'avenir. Donc l'objectif de ces rendez-vous de l'avenir, à chaque fois, c'est d'avoir aussi un éclairage un peu différent sur les différentes problématiques. On s'est dit que c'était important qu'on puisse en échanger entre nous, mais aussi d'avoir des apports extérieurs, d'avoir des experts, des spécialistes sur ces questions, pour venir enrichir le débat au niveau local. Donc merci beaucoup à Laurent d'être venu. La présentation sera faite, je ménage le suspense, mais en tout cas Jacotte aussi va vraiment nous apporter un éclairage sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui à Beauvais, avec un apport de Laurent qui est spécialiste du sujet, de la tranquillité publique, de la question de la sécurité. Et donc vraiment l'objectif c'est aussi qu'on échange ce soir. Donc on va commencer par une présentation, mais préparez vos questions, mettez-les de côté, et dès qu'on peut vous levez la main à la fin et puis on fera un échange vraiment avec tout le monde sur les différentes questions. Si je peux simplement finir, déjà vous remercier d'être si nombreuses et nombreux ce soir, vraiment, c'est de bonne augure. Et puis vous annoncez peut-être les prochaines dates, puisque je vous ai dit que c'était un premier rendez-vous de l'avenir, mais il y en aura d'autres. Donc à partir de la semaine d'après, commence au lundi du projet. Donc sachez que vous avez rendez-vous tous les lundis à partir de 18 h dans cette salle, au local, pour commencer à travailler sur des thématiques de fond. Donc lundi prochain, c'est faire battre à nouveau le cœur de Beauvais à 18 h et se loger dans de bonnes conditions à Beauvais, un privilège ou un droit. Voilà, donc vous voyez, l'objectif vraiment, c'est qu'on traite de tous les sujets. Et puis notre prochain rendez-vous de l'avenir avec un expert, ce sera le 13 décembre prochain, en présence de Guillaume Bonnet, qui était adjoint à la santé à Amiens, et de Françoise Sivignon, qui est ancienne présidente de Médecins du Monde. Voilà, à chaque fois, pour qu'on ait le double éclairage. Donc merci beaucoup, et je pense que sans plus tarder, je peux laisser la parole à Thierry Descodins, parce que le groupe projet, et nos militants et nos volontaires font vraiment un gros travail, donc Thierry, je t'en prie, pour commencer cette soirée. Voilà. Merci Roxane, bonjour à tous. Je vais essayer d'être très rapide, juste présenter Laurent Kelly, très rapidement en quelques mots, parce que en fait, c'est lui qui va se présenter en disant ce qu'il est et ce qu'il pense sur ces questions de sécurité. Donc Laurent nous vient de Marseille déjà, il a fait le voyage depuis Marseille pour venir à notre rencontre, déjà rien que pour ça on peut le remercier. Ça prouve qu'il y a un peu de cœur dans l'affaire et un peu d'envie. Laurent Micheli, il est quoi? Il est il est universitaire, chargé de recherche au CNRS, chercheur dans toutes les questions relatives à la sécurité, c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui, sur une triple formation de base. Il est historien, il est sociologue, il est juriste, donc il peut croiser l'ensemble de ces trois entrées pour appréhender les questions, et puis vous allez le voir, et c'est ça, c'est je pense en cela que l'échange qu'on va avoir avec lui va être extrêmement utile, c'est qu'il ne pose pas tant que ça, enfin un peu quand même, pas tant que ça un regard de militant, il pose un regard de chercheur objectif qui pose des recherches, qui regarde de façon la plus factuelle possible les éléments relatifs à la sécurité et à la façon d'accompagner, de lutter contre la sécurité, la vidéosurveillance, le niveau de sécurité, etc., pour dire si ça fonctionne ou pas, et pour essayer parfois de montrer de la façon la plus objective possible que des politiques de prévention, peut-être on va forcément en parler sans doute, vous êtes filmé, c'est son dernier livre, de l'efficacité de la vidéosurveillance, etc., etc., toutes choses où on a le sentiment que voilà, il y a des a priori sécuritaires qui font force de loi et qui sont la vérité, et Laurent va nous aider à poser très calmement et très objectivement ce qu'il peut en être dans les faits. Voilà.
Et puisqu'on parle de fête, avant peut-être de donner la parole à Laurent, peut-être avoir un éclairage de Jacob, de Jacqueline Fontaine, qui est conseillère municipale, sur des éléments plus contextuels liés à notre ville de Beauvais. Et au regard évidemment des questions de sécurité. Donc oui, moi je suis conseillère municipale d'opposition Europe Écologie Les Verts. Donc une petite situation sur la police municipale à Beauvais. Donc d'abord je vais resituer certains contextes. Donc 7 janvier 2015, c'est l'attentat à Charlie Hebdo. À Beauvais, septembre 2015, donc Madame la maire met en place un référendum sur l'éventuel armement de la police municipale. 67% des Beauvaisiens donc votent contre. 13 novembre 2015, donc on a le Bataclan, les attentats au Bataclan. 14 juillet 2016 qui est à Nice. Et donc mai 2018, un sondage auprès de 803 personnes qui donnent, à Beauvais, qui donne 61% de personnes qui veulent l'armement de la police municipale. Donc ça c'était en mai 2018. Juin 2018, donc Madame Cailleux décide d'armer la police municipale, invoquant donc les attentats et le sentiment d'insécurité des agents. Donc elle fait fi du résultat du référendum. Donc la démocratie là est largement bafouée puisque les Beauvaisiens ont voté contre et hop, c'est elle qui décide donc d'armer la police municipale. Donc, nous avons donc une police municipale de 52 agents donc, qui sont armés par la volonté du maire et dont la mission de proximité est en baisse. La police municipale donc pallie au manque de policiers nationaux et elle est de plus en plus sollicitée. Nous avions demandé donc à Madame Cailleux de faire passer Beauvais en zone de sécurité prioritaire pour obtenir donc des postes de policiers nationaux, ce qu'elle a refusé. Des caméras sont installées, donc une centaine de caméras, et on surfe sur l'insécurité ressentie et non pas sur l'insécurité réelle. On coupe les arbres sur Argentine pour installer des caméras et on déplace les problèmes de trafic qui sont importants à Beauvais. Donc l'insécurité ressentie, c'est largement supérieur à l'insécurité réelle. Et elle est directement générée par l'état du quartier dans lequel on vit. Donc il faut absolument différencier lorsqu'on parle de sécurité, d'insécurité réelle, c'est-à-dire les cambriolages, les détériorations, les agressions verbales, les agressions physiques, le viol, etc. Donc ces chiffres sont donnés à la police et à la gendarmerie. Le maire a les chiffres réels sur la commune et par quartier. L'insécurité ressentie, c'est-à-dire la peur, sans ancrage réel, mais résultant de l'apparence de laisser aller à la saleté et à la dégradation. Et il faut traiter en premier lieu, on pense, l'insécurité ressentie. Comment? Elle est la résultante de l'état de dégradation et ou de l'apparence, triste ou sale. Les poubelles éventrées, on voit beaucoup quand même dans certaines rues, certains quartiers. Le mobilier urbain cassé, les déchets étalés, le nettoyage de la voirie qui est insatisfaisant, pas assez fréquent, les absences de mobilier urbain de convivialité, la lumière, la qualité de l'environnement, les végétations rabougries. Donc traiter de l'insécurité, c'est d'abord et avant tout traiter quartier par quartier de la qualité de l'environnement urbain, végétal, la voirie, les poubelles, etc. en lançant plusieurs réunions avec les habitants, de préférence dans une salle de quartier, ou pourquoi pas en plein air, en saison estivale. Lancer des défis de propreté et d'embellissement du quartier avec les habitants. Les défis peuvent être accompagnés de prix collectifs à gagner, par exemple pour embellir le quartier, ou d'un fonds annuel alloué à chaque quartier à usage d'embellissement. Le collectif des habitants pouvant choisir sur un catalogue mairie, par exemple. Mobilier urbain, gros pots de fleurs, jardiniens, ce qui peut plaire vraiment aux habitants pour qu'ils s'y sentent bien. Et la peur diminuera considérablement en renforçant la qualité de vie et le lien de proximité. Ensuite, l'insécurité réelle, toujours largement surévaluée, doit être traitée par la commune avec les forces de l'ordre, la PJJ, les associations de quartier, les clubs sportifs et culturels,
en ramenant des activités dans le quartier et pour le quartier. Par exemple, en créant des activités que l'on diminuera, c'est en créant des activités que l'on diminuera la délinquance des jeunes. Il faudra laisser à la police nationale le soin de faire de la détection et de la répression. Par contre, les élus ont pour mission de favoriser la prévention et de mettre en œuvre des sanctions réparatrices menées par la police municipale. Et l'on revient là à son rôle de proximité. C'est terminé. Merci. Merci, Jacques. Juste, Laurent, je ne crois pas l'avoir dit, tu es directeur de recherche au CNRS, chercheur depuis une vingtaine d'années et donc au laboratoire de sociologie je ne sais pas en quelle heure on dit, Méditerranéen de sociologie. Laboratoire méditerranéen de sociologie à Marseille depuis 2010 et qui a créé l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux. Ouais. Ok. Merci. Je vais juste rajouter quelque chose pour me présenter. Donc c'est pas pour le plaisir de parler de moi, mais c'est que pour que vous sachiez bien d'où je parle. J'ai passé 20 ans en région parisienne, à travailler déjà sur toutes ces questions-là, effectivement, dans un gros laboratoire qui est spécialisé là-dessus. Il n'y en a qu'un en France. Et quand je suis retourné sur mes terres d'origine, dans le sud, j'ai du coup recommencé à faire aussi des études de terrain. Et dans des villes de toute taille, donc depuis des petites villes de 5000 habitants jusqu'à la très grande ville du sud, 870 000 habitants et quelques, bien connus. Et si j'ai fait ces études avec mes étudiants, avec la petite équipe de recherche que j'ai à Aix-en-Provence, et quand on travaille sur les questions de sécurité, de police, de justice, etc., on est parfois confronté évidemment à des pratiques institutionnelles de secret, on va dire, hein, en tout cas qui rechignent quelque peu à donner accès à un certain nombre de choses. Alors c'est moins vrai en justice, mais en police, par exemple, c'est compliqué de travailler si on n'a pas d'autorisation, y compris dans les services municipaux, etc. Et c'est en partie pour ces raisons-là, et puis pour trouver des terrains d'études à mes étudiants, etc., c'est en partie pour toutes ces raisons que à plusieurs reprises, j'ai répondu à des appels d'offres de municipalités pour faire des travaux dans le cadre de commandes publiques. Ce qui me permettait du coup de réclamer en retour que toutes les portes s'ouvrent et que personne ne me dise non, ça vous ne pourrez pas étudier, c'est top secret quoi, au fond. Voilà. Et c'est du coup, ça m'a donné accès à des informations qui ne sont pas rendues publiques et qui sont tout à fait essentielles si on veut évaluer véritablement les politiques publiques. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure, la vidéosurveillance c'est tout à fait typique de ça. Nous, vous, moi jusqu'à présent, sommes tout à fait incapables d'évaluer les politiques publiques tout simplement parce qu'on ne nous donne pas la connaissance nécessaire, les informations nécessaires. Voilà. On est en permanence dans un registre de communication politique. Qui vont bien dans la presse, hein, et rien d'autre. En aucun cas pour informer les citoyens. Et surtout en ne donnant jamais accès à la totalité des informations qui permettraient vraiment de voir qu'est-ce qu'on fait, combien ça coûte également, etc. Voilà. Ces choses-là sont en réalité
municipal. Vous, habitant d'une ville, c'est pas vous habitant de Beauvais, parce que par ailleurs, je ne connais pas Beauvais, je ne prétends pas dire quoi que ce soit spécial sur Beauvais. Par contre, je suis convaincu, à force de faire des titres d'écran, je suis convaincu qu'il y a rien d'extraordinaire et de différent du reste du monde à Beauvais. De gens font comme, par ignorance ou par intérêt rhétorique bien sûr, font comme si l'insécurité réelle et le sentiment d'insécurité, c'était simplement les deux faces d'une même médaille, et que l'un expliquerait l'autre, et réciproquement. On a peur parce qu'on est en insécurité. Or c'est faux. C'est faux, nous avons quantité d'enquêtes là-dessus, aux États-Unis depuis les années 70, en France depuis les années 90, quantité d'enquêtes qui permettent véritablement de mesurer les deux chez les mêmes personnes. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle les enquêtes, donc des enquêtes en population générale, c'est-à-dire le principe du sondage, mais de plus grande ampleur. Dans notre jargon, ça s'appelle les enquêtes sur la victimation et le sentiment d'insécurité. Ça permet dans une même enquête, sondage si vous voulez, pour faire simple, de demander à nous citoyens, de manière directement, sans filtre institutionnel, ce n'est pas les chiffres de la police, de la justice, etc. Il n'y a pas de filtre, c'est une enquête, un sondage direct sur la population, qui permet dans la même enquête de demander aux gens à la fois ce dont ils ont été objectivement victimes, et par ailleurs, leur imaginaire, leur représentation, leurs éventuelles peurs. Dans la même enquête, et c'est les mêmes personnes qui répondent. Et c'est comme ça qu'on a pu démontrer que ce n'est pas la même chose. Au sens où une partie minoritaire en réalité des personnes qui ont subi un fait de délinquance en ont eu entre autres conséquences un sentiment d'insécurité accru, mais ce n'est qu'une partie et qui est minoritaire en réalité. Et en sens inverse, la majorité des personnes qui déclarent avoir peur sont des personnes à qui il n'est rien arrivé en réalité. Voilà. Donc ça c'est très important à comprendre parce que cette confusion encore une fois est omniprésente dans le débat public.
Or, ce sont deux choses différentes. Et deux choses qu'il faut prendre en considération les deux. Hein. Mais les phénomènes de délinquance, c'est une réalité qu'il faut analyser. On a tous les outils qu'il faut, j'en dirai un mot tout à l'heure. Par ailleurs, les imaginaires et les peurs sont aussi des réalités sociales qui existent par ailleurs, qui ont leur propre logique. Alors, un mot sur ces logiques-là, les logiques de la peur, au fond, hein, puisque ce n'est pas une traduction directe et logique de l'exposition au risque objectif. Hein. Qu'est-ce qui expliquerait du coup que les gens ont peur alors qu'objectivement il n'y aurait rien arrivé? Alors, dans les enquêtes, du coup, on analyse des réponses, on fait des statistiques. Alors, toutes les réponses ne sont pas dans ces enquêtes-là, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur les critères statistiques. Hein. Je donnerai peut-être un mot de plus de terrain, on va dire, après, pour vous aider. En tout cas, ce qui ressort très clairement dans les enquêtes, c'est qu'il y a des facteurs à la peur qui sont très clairs, qui sont tout à fait classiques, dans tous les pays d'ailleurs. Hein. L'âge est un facteur statistique. En gros, alors je répète, c'est des moyennes statistiques, hein, c'est pas des déterminants, voilà. C'est des moyennes statistiques, mais en gros, plus on vieillit et plus on est susceptible d'avoir peur. Donc toujours pareil, hein, même si vous n'arrive rien par ailleurs. Et pour une raison humaine que chacun peut comprendre, c'est qu'on se sent en réalité plus fragile. De la même manière, les personnes seules, hein, ou seules à élever des enfants, ont statistiquement plus peur que les personnes qui sont plusieurs, qui sont un couple, voire etc. Toujours pareil, même quoi qu'il leur soit réellement arrivé par ailleurs. Et encore une fois, là, c'est une réalité toute simple que je rappelle. Hein. Le lien extrêmement fort entre la solitude et la peur. Vous faites une petite expérience, vous sortez de quelques kilomètres de Beauvais dans une petite forêt du coin, la nuit, et puis vous le faites un soir tout seul, puis un soir à 3 ou 4. Vous verrez que vos sensations ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Dans un cas, quelque chose qui s'appelle la peur. Voilà. C'est fondamental. Je le dis sur un mode plaisant et facile, mais c'est tout à fait sérieux et tout à fait fondamental. Donc la solitude, alors a fortiori croiser âge et solitude, les personnes âgées, veuves, seules, etc., maximise de ce point de vue-là, bien sûr, la potentielle capacité à se sentir en insécurité. Ensuite, la précarité socio-économique renforce également ce sentiment d'insécurité. Là aussi parce qu'on a moins de ressources, on est moins armé, on est moins fort, on se sent plus fragile. On peut décliner comme ça le quartier dans lequel on habite, lorsque, ça évoquera des choses que vous avez dites aussi, madame, tout à l'heure, lorsque le quartier présente des signes de dégradation qui peuvent être interprétés comme des signes d'abandon, au fond, par le pouvoir public, hein, les choses ne sont pas entretenues, les choses tombent un peu en ruine, etc. Ce sont des choses qui renforcent là aussi la peur. Bref, je m'arrête là, vous avez compris l'idée. Le sentiment d'insécurité est en fait fondamentalement un sentiment de vulnérabilité, de fragilité. Et en aucun cas la traduction directe d'une exposition objective à des risques de délinquance. Ça, c'est fondamental à comprendre. Ce qui veut dire du coup aussi que c'est un puissant fond, le sentiment d'insécurité. Vous pouvez toujours, et ça marche à tous les coups d'ailleurs, vous pouvez toujours promettre tout un tas de choses, construire des murs, des barbelés, etc. Ça ne touche pas le cœur du problème en réalité. Ça ne touche pas le cœur du problème. Mais donc si on veut travailler là-dessus, il faut travailler sur la vulnérabilité. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Deuxième, dans le registre des imaginaires, des émotions, etc., deuxième chose qui empêche de discuter sérieusement ces questions-là dans le débat public, c'est cette fois-ci un espèce d'imaginaire sociétal extrêmement global, un discours très global, qui est assez omniprésent, qui est presque une vision du monde, on va dire. C'est un discours qu'on peut qualifier de décliniste, si on veut, décadentiste, par moment. Si je vous dis par exemple, de nos jours les délinquants sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Ils n'ont plus de morale, plus de valeur. Ils sont désocialisés. Si je vous dis autrefois, avec les grandes villes, mais aujourd'hui, moins de petits villages n'est plus à l'abri. Si je vous dis autrefois, il y avait des garçons, mais maintenant la violence vient aux femmes. Ça c'est pour le prétendu diagnostic, qu'on entend tous les jours en fait. Donc en général, après ça, dans le débat public, encore une fois, on se fait peur et on s'indigne, hein, on n'est pas sur un registre rationnel malheureusement. Donc après l'indignation, on cherche les coupables. Alors en général, ça commence par les géniteurs. Donc là, je vais vous dire, vous savez que les parents ont démissionné. Hein, voilà. Et puis on va remonter la chaîne de socialisation. Alors vous savez que les enseignants ne font plus leur boulot et n'ont plus d'autorité. Hein. Et puis vous savez aussi que les travailleurs sociaux sont complices, hein, les éducateurs, n'en parlons pas. Et puis vous savez enfin que même quand les policiers les attrapent, les amènent pieds et poings liés au juste, ils sont relâchés tout de suite, puisque la justice est laxiste, comme chacun sait. Donc là, je viens de vous sortir tous les poncifs du débat public, hein, tout le blabla ordinaire qu'on entend dans le débat public, qui est une série d'âneries. C'est un tissu d'âneries. Mais
qui a un point commun, qui se tient, qui est lié, bien sûr. Qu'on pourrait d'ailleurs résumer en une seule phrase. Mon brave monsieur, ma brave dame touche le camp, quoi. C'est plus comme avant. C'était mieux avant. C'est-à-dire que ce discours, ce qui lui donne sa cohérence, ce qui fait qu'on peut tirer je pourrais prendre chacun des éléments et produire dessus les recherches qu'il y a eu pour montrer pourquoi c'est une ânerie, pourquoi je peux dire ça tranquillement. Alors, on pourrait y passer un certain nombre d'heures sans problème, et ce serait tout à fait intéressant d'ailleurs. Mais c'est pas le problème en fait. Ce discours se tient, chaque élément tient les autres parce qu'il contribue à dire la même chose. Cette chose, c'est quoi? Continuons à parler clairement. Bon, d'abord, c'est un discours statistiquement marqué générationnellement. C'est pas les jeunes qui vont dire c'était mieux avant. Voilà. Plutôt les vieux qui font les choses. Mais ce qui plus est, je dirais, toujours pour mettre de l'humour dans des choses extrêmement sérieuses et faire passer les idées comme ça, je dirais en plus c'est un discours de vieux un peu Alzheimer. C'est-à-dire qu'il a oublié que quand il était jeune, les vieux de son époque disaient déjà ça de lui, en fait. C'est-à-dire qu'à toutes les générations, on retrouve en fait ce discours, comme quoi c'était mieux. C'est évidemment une ânerie sur le plan analytique. Ça a d'autres raisons. Deuxièmement, c'est un discours, de pire en pire, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de morale, d'ailleurs il n'y a plus de saison non plus, et puis chez moi on met la puis bois, puis l'OM, ils ne font plus rien, voilà, remets-moi un pastis. C'est-à-dire c'est le café du commerce. C'est le discours du café du commerce. Ce qui peut se comprendre, parce qu'il a ses raisons, il faut pouvoir parler de tout rapidement, l'emporte-pièce à la cantonade, ok. Ouais, si on prétend être sérieux, c'est plus gênant, bien sûr. Et quand on retrouve ça dans le discours d'un certain nombre de responsables, d'élus, etc., ça devient quand même beaucoup plus gênant. Donc il faut évidemment rappeler à ce discours ce qu'il est, pour dire qu'on va essayer de monter un peu le niveau, quoi, et pas rester au niveau du café du commerce. Troisième élément, c'est un discours qui est aussi renforcé très souvent par le sensationnalisme de la presse. Si on va dire les choses comme elles sont, par définition, dans la presse, on ne va pas vous dire hier à Roissy, où je suis arrivé il n'y a pas longtemps, tous les avions ont atterri à l'heure, il y a eu zéro problème. Jamais. Eh ben oui, on parlera de Roissy que s'il y a eu un incident, bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est le principe fondamental de la plupart de ce qui est appelé l'information générale dans les médias, c'est-à-dire quand même fondamentalement de parler des catastrophes. Donc ça, évidemment, ça se traduit par le traitement des faits divers, que ce soit au niveau local ou de temps en temps en les montant au niveau national. Dans un processus de hiérarchisation, pas le temps d'analyser, mais pareil, il y a tout un tas de travaux qui ont bien expliqué ça, comment est-ce qu'on choisit dans une rédaction de traiter tel ou tel sujet aujourd'hui, de mettre celui-là en premier, celui-là en deuxième, parmi la masse des sujets disponibles, qui est toujours beaucoup plus grande que celle qu'on va traiter en fait. Voilà. Mais donc c'est certain que le traitement médiatique des faits divers contribue beaucoup à ce discours en donnant l'illusion d'une espèce de vérification empirique permanente. Ah bah oui, tu vois, on te l'avait bien dit. Regarde, le jeune là, qui a tué l'autre là, à Marseille l'autre jour, il avait 14 ans. Voilà. Ils sont de plus en plus jeunes, plus en plus blablabla, en avant. Sauf que l'histoire dans son détail, tout le monde s'en fiche. D'ailleurs, la preuve que tout le monde s'en fiche, c'est que j'en fais l'expérience très très souvent. Mon téléphone sonne à 8h du matin, puis Kelly, machin, il y a eu un règlement de compte dans la cité X à Marseille à 3h du matin. Pouvez-vous passer en plateau dans 2 minutes pour en parler? Donc c'est arrivé pendant la nuit où je dormais, quelques heures avant, il est 8h du matin, et je dois dire quelque chose. C'est une plaisanterie. Je n'ai rien à dire, puisque je ne sais rien. Et que si nous étions des gens sensés, on appliquerait le principe de Coluche. Tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. Voilà. Le principe même de la chose, c'est le contraire. Il faut parler quand on ne sait rien. Et oui, il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça le problème. Il faut parler quand on ne sait rien. Ça me l'a fait hier matin à 8h avec l'attentat de Londres. En permanence, c'est comme ça. Je viens d'apprendre on tend le micro parce qu'il faut remplir. Il faut remplir l'espace, il faut remplir l'image, il faut remplir le son. Et donc, arrive l'armée des experts, avec beaucoup de guillemets, des prétendus experts, qui en fait ne savent pas de quoi ils vont parler, ils ne sont pas au courant des choses. Donc vont dire quoi? Ils vont dire des choses qui vont bien passer. Faut pas, c'est dommage d'avoir l'air trop idiot à la télé, quoi. Donc on va dire un truc qui va paraître vraisemblable, qui va choquer personne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Sortir dans le réservoir des poncifs qui passent bien tous les jours, on va les ressortir. Puis en avant, oui, comme d'habitude, c'est bien la preuve que machin. Et puis le lendemain, tout le monde aura oublié, puisqu'on sera passé au traitement du fait suivant.
C'est-à-dire que le drame de ce système, c'est que on n'entre jamais dans le détail d'une analyse, parce qu'on n'en a pas le temps, et qu'on a déjà sauté à autre chose, hein, puis personne ne revient 6 mois après, quand la police a bouclé l'enquête, tout le monde a oublié le truc dont il était question, et tout le monde s'en fout. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, le réel, ou ce qui est censé tenir lieu de réel, l'image médiatique des faits divers, et par ailleurs les discours, les théories qu'on plaque dessus, en fait, ne rentrent jamais en véritable discussion. Les faits ne viennent jamais tester la théorie qu'on plaque dessus. Et la théorie, elle tourne en boucle. Voilà. Donc je vais pouvoir vous redire à chaque fait divers les mêmes trucs. M'en parlez pas, c'est de pire en pire, maintenant. Il n'y a qu'à se baisser pour acheter des Kalachnikov, c'est blablabla, blablabla. Il y a un tas de gens qui font ça à longueur de journée. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est tout à fait dramatique, bien sûr. C'est absolument dramatique pour ce... Donc c'est une autre raison de la prégnance de ces discours. Hein, c'est cette illusion de vérification dans des faits divers dont en fait on ne sait rien, et qu'on a trié sur le volet pour prendre évidemment les plus incroyables, les plus dramatiques, les plus atypiques, etc. Voilà. Parce que si le meurtrier a 46 ans et qu'il a tué sa femme alcoolique comme lui, après s'être battu 10 fois au fond d'un appart sordide, ça ne fera jamais la une du journal télévisé. Ah, par contre, s'il avait 12 ans, machin, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Quatrième raison, j'y insiste pas longtemps parce qu'elle va de soi pour vous, les usages politiques de ce discours, évidemment. Plus on peut dire la violence est partout, c'est horrible, c'est affreux, machin bidule, on a peur et tout, l'usage politique direct est évident. Hein, c'est une posture qui consiste au fond, résumé en une phrase, c'est votez pour moi et je rétablirai l'ordre et la sécurité. Ce qui est sans doute la rhétorique politique la plus vieille du monde d'ailleurs. Il y a des rhétoriques politiques de partout, hein, soyons clairs, de droite, de gauche, machin, encore une fois, moi c'est pas mon problème, mais sur les questions de sécurité, c'est tout à fait clair. Et par ailleurs, je pense que c'est la plus vieille du monde, objectivement. C'est beaucoup plus tard qu'il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Les gens votaient pour moi, vous paierez moins d'impôts, des grands classiques comme ça. Hein. Donc ils sont tous multiséculaires, mais votez pour moi et je rétablirai l'ordre et la sécurité, je pense que celui-là, il est vraiment à l'échelle cromagnonesque, quoi. Hein. J'imagine, hein, j'imagine à l'époque de Cro-Magnon, un mec qui monte sur un gros rocher qui harangue la horde. Oh les gars, on se fait piller nos ressources et rapter nos femmes par les gars de la tribu de l'autre côté de la rivière. Notre chef a rien dans le bide, votez pour moi et vous allez voir, on va y aller, on va montrer comment on s'appelle de ce côté-là de la rivière, vous voyez. Voilà. Encore, je fais un peu d'humour parce que c'est extrêmement sérieux, c'est de ça dont il s'agit. Donc, j'insiste pas plus sur l'usage politique permanent, mais qui entretient ce discours. J'en signale juste un dernier, parce que c'est quand même important aussi. Il y a aussi un certain nombre de gens qui tiennent ce discours, décadentiste, c'était mieux avant, etc., quand ils sont en fait, parce qu'on le rencontre y compris dans des sphères professionnelles, y compris même chez des professionnels de la prise en charge des jeunes en difficulté, qui ont par ailleurs des éthiques professionnelles en termes de bienveillance, etc. Et pourquoi on le rencontre? On le rencontre parce qu'en fait, une partie de ces professionnels, plus largement d'ailleurs, je dirais les professionnels de l'urgence sociale, sont en réalité dans des postures dans des situations fréquentes de fatigue professionnelle, voire de souffrance professionnelle. Ce qui est parfaitement compréhensible là aussi. Quand vous avez un métier qui fait que, en gros, vous prenez les problèmes sociaux, la misère, la détresse, etc., et les émotions qui vont avec en pleine figure toute la journée, vous n'êtes pas insensible, vous ne pouvez pas être insensible à ça. Donc c'est vrai de tous les métiers de l'urgence, c'est vrai du policier, du pompier, de l'urgentiste, du travailleur social, etc. Tous les gens qui, encore une fois, de l'enseignant dans certains quartiers, certains établissements, de tous les gens qui prennent toute la journée dans la figure, encore une fois, la misère sociale, la détresse humaine, et qui, sans avoir en plus, aucun d'entre eux, les moyens de fondamentalement régler les problèmes qu'ils rencontrent. Ils peuvent les atténuer, ils peuvent en traiter un bout, mais régler le problème, en réalité, quasiment jamais. Quand on n'y prend pas garde, ce type de métier, ce type d'expérience provoque une grande fatigue morale à terme, et voire peut même tourner en forme de souffrance. Et quand on est dans cette situation de souffrance, il n'est pas toujours facile d'être lucide et d'analyser, oui, je sais que voilà, mon métier me met comme ça, et à force que... Non, il est beaucoup plus facile de se dire, au fond, c'est de plus en plus dur, parce que c'est ce qu'on ressent, parce qu'on est fatigué, et puis de se dire, c'est qui est coupable là aussi? On dit, c'est la faute du public, c'est le public de plus en plus dur en fait, et ça expliquerait ma souffrance professionnelle. Ce qui est une erreur, mais qu'on comprend, mais qui est fréquente, que je veux signaler, parce qu'elle n'est pas si rare que ça.
Alors, qu'en est-il maintenant dans la réalité, après les représentations? Je vais là aussi aller très très vite à résumer des rayons entiers de bibliothèque, hein, mais c'est le but du jeu. Je commencerai par le plus grave, les violences physiques, violences physiques et sexuelles, les atteintes à l'intégrité physique. Hein. Ce qui est perçu par tout le monde évidemment comme le plus grave, ce qui est censé donc être de pire en pire, de plus en plus fréquent, blablabla. Blablabla. Alors c'est juste faux. Hein. Globalement, la réalité est même plutôt l'inverse. Hein. C'est-à-dire que non seulement c'était pas mieux avant, mais en fait c'était même pire. Alors ça n'enlève rien aux difficultés du présent. Hein. Il ne s'agit pas de chercher à les euphémiser ou les faire disparaître, mais en tout cas, le truc de c'était mieux avant, c'est vraiment une blague. Hein. C'est-à-dire que quand vous tirez n'importe quel tiroir d'archives sur les affaires criminelles, vous avez trouvé que non seulement il n'y avait pas plus de... non seulement il n'y a pas aujourd'hui moins d'homicides ou de viols qu'autrefois, mais... non seulement il n'y en a pas plus, mais en fait, il y en a moins. Ouais, je vais y arriver. Fin de journée, je suis bien féministe, excusez-moi. Juste pour vous donner un petit truc précis, il y a aujourd'hui 2 fois moins d'homicides que simplement au début des années 90. Juste en un quart de siècle, il y a 2 fois moins d'homicides. Je vous aurais dit le contraire, vous m'auriez volontiers cru, puisque tout l'imaginaire porte à croire que c'est juste l'inverse qui est vrai. Hein. On parle beaucoup plus de viols, mais penser qu'il y en a plus, c'est également une erreur. Il y a une grande différence entre le fait de dénoncer quelque chose, parce que tout citoyen soutient, adhère, etc. Et par ailleurs, s'imaginer que confondre la visibilité d'un problème avec sa fréquence. Voilà. C'est la même chose pour les violences conjugales. Il est extrêmement heureux qu'on les dénonce de plus en plus. Mais parce qu'on les voit davantage, il ne faut pas s'imaginer qu'elles sont plus nombreuses que par le passé. C'est même sans doute le contraire qui est exact. Ça n'enlève rien, encore une fois, à la légitimité du combat, machin, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais je rappelle quand même que la légitimité d'une cause, quelle qu'elle soit, n'autorise pas à dire n'importe quoi sur... Voilà. Donc c'est très bien de dénoncer les violences conjugales. Par contre, s'imaginer qu'il y en a de plus en plus, c'est une sottise. Dans la réalité, je dirais, dans une ville ordinaire, ce qui est plus fréquent en matière de violence, c'est surtout 2 choses. La première, c'est donc ces violences, en fait, intrafamiliales, plus largement. Parce que dans les violences intrafamiliales, il y en a une qui est très connue et une qui n'est pas connue. Celle qui est très connue, c'est celle que je viens de citer, les violences conjugales. Et c'est très bien qu'on s'en préoccupe, mais il est fort dommage que du coup, ça masque une deuxième problématique de violences intrafamiliales, qui sont les violences faites aux enfants. Qu'elles soient des violences physiques, morales ou sexuelles. Or, statistiquement, les plus grandes violences, physiques comme sexuelles d'ailleurs, contrairement là aussi à un imaginaire, l'imaginaire c'est la forêt obscure, la nuit, l'inconnu qui vous tombe dessus. Ce qui est juste une peur en fait, hein, mais c'est pas une réalité. Personne traîne d'ailleurs la nuit dans la forêt, machin, dans la boue bidule pour vous tuer au détour du chemin ou vous ne passez qu'en voiture. D'ailleurs, bon, tout ça sont des sottises, hein, mais bon, au Moyen-Âge, ils avaient peur des esprits, des revenants. Voilà, bon, chaque époque a ses imaginaires et ses peurs. Hein. La réalité statistique, c'est que la menace qui pèse sur votre corps, votre intégrité physique et sexuelle, elle ne se situe pas du tout au fin fond de la forêt obscure par un inconnu. Elle se situe chez vous quand vous allez rentrer ce soir. Le premier type de viol statistique, c'est le viol conjugal. Le premier type de meurtre, statistiquement, c'est le meurtre conjugal. Le deuxième type de viol, c'est l'inceste. Voilà. Donc ces choses-là sont tout à fait fondamentales. Et encore une fois, il y a une question très connue en France aujourd'hui, et elle est tout à fait légitime, mais elle en masque une deuxième, qui est au moins aussi importante. Celle des violences faites aux enfants. Elle est au moins aussi importante parce qu'elle produit évidemment non seulement des dégâts chez l'individu, mais qui plus est des dégâts qui vont durer très très longtemps. Qui vont durer très très longtemps. Les études que nous faisons par ailleurs aujourd'hui sur les adolescents délinquants, par exemple, nous montrent que près de la moitié d'entre eux ont été dans leur enfance des enfants maltraités. Il y a des phénomènes de transmission générationnelle, de reproduction générationnelle des problèmes. Et en France, c'est tout à fait mésestimé cette question. Et puis il y a une deuxième question de violence qu'on rencontre de manière ordinaire dans un certain nombre de villes, pas toutes, c'est la question des bagarres entre groupes d'adolescents, entre bandes, dit la presse. Peu importe comment on l'appelle, c'est pas très important. Alors ce phénomène, il varie entre 0 et 100, quoi, hein, il y a des villes où objectivement le problème n'existe pas, de temps en temps il y a des bagarres individuelles, quoi, où
tout petit groupe. Il n'y a pas ce phénomène de bataille entre gens qui s'identifient à des quartiers différents, qui prétendent défendre l'honneur, le nom, la réputation d'un quartier contre un autre, de même manière qu'il y avait autrefois les mêmes choses entre villages d'ailleurs, hein, dans les campagnes, hein, et puis que d'ailleurs de génération en génération, hein, il fallait un rituel pour bien montrer, presque un rite d'étape hein, pour les jeunes hommes, hein, que d'avoir fait la bonne bagarre avec les gars de l'autre côté, machin, pour prouver qu'on était bien un mec, tout simplement. Moi-même, à mon adolescence, j'ai participé à un certain nombre de bagarres rituelles de ce type-là, juste pour prouver que j'étais bien un mec, parce que sinon, on m'aurait traité de tous les noms homophobes que vous connaissez. Voilà. Alors, ce phénomène persiste dans un certain nombre de quartiers populaires en particulier. Je ne sais pas d'où il en est chez vous, mais voilà, il y a un certain nombre de territoires en France où il existe. Il n'est pas du tout nouveau. C'est vraiment une grosse blague, hein, il est nouveau. C'est la forme moderne d'un truc hyper ancien. Encore une fois, vous allez chercher n'importe quel livre sur l'histoire rurale en France et vous trouverez les chroniques de la guerre des boutons, si on veut, mais en version souvent un peu plus méchante, hein, que simplement de déchirer des trucs. Ça pouvait aller, bien sûr, beaucoup plus loin. Ça, c'est le plus spectaculaire, mais c'est le plus rare. On va monter, on va à la fois descendre d'un cran de gravité, mais monter d'un cran de fréquence. Un peu plus fréquent dans nos vies et l'ensemble des atteintes à nos biens. Tous les types de vols et de cambriolage, en général, qui sont alors, là aussi très classiques, hein, avec une nouveauté, mais en fait ils suivent l'évolution de la société de consommation et l'évolution technologique. Hein. C'est-à-dire que ça reste, alors, depuis les années 60, c'est tout ce qui tourne autour des voitures, bien sûr, les vols de voitures, les vols dans les voitures, les vols d'accessoires sur les voitures. Un grand classique, toujours très fréquent, vu que la place de la voiture est toujours plus omniprésente dans nos vies. Et puis se sont ajoutés au fur et à mesure de l'évolution les autres outils de la société de consommation. Donc évidemment, à partir du moment où on s'est tous mis à avoir le truc que je suis en train de charger depuis tout à l'heure, donc c'est au milieu des années 90 hein, que les ménages ont, c'est le langage INSEE, que nous avons tous à titre privé eu des portables. Maintenant tout le monde en a, y compris on les offre à Noël, parfois même à nos grands-parents qui savent pas comment s'en servir et tout ça. Bon, hein, omniprésent dans la société. Donc, depuis qu'il est omniprésent, la courbe des vols de téléphones portables suit, au même titre que à partir des années 60, la courbe des vols de voitures suivait étonnamment l'allure la courbe des immatriculations. Bon. Il y a là un phénomène qui continue, donc ça, qui fait que... la seule chose qui est nouvelle là-dedans, c'est l'ampleur que prennent aujourd'hui les vols et les escroqueries sur Internet, là aussi en conséquence directe et évidente de l'évolution de la société et de l'évolution des technologies. À partir du moment où se généralisent les paiements sur Internet, se généralisent aussi les vols qui viennent utiliser cette technologie, donc tous les types de fraudes, d'escroqueries, etc., qui tournent autour de cela. Enfin, ce qui est le plus fréquent en réalité dans nos vies quotidiennes, c'est aussi ce qui est le plus rare. C'est ce qu'on appelle en général dans le débat public les incivilités. Toutes nos enquêtes, de la petite ville jusqu'à la très grande ville, y compris la grande ville, y compris Marseille, le quotidien, c'est pas du tout des règlements de compte avec Kalachnikov ou je ne sais quoi, qui se passe à 3h du matin au fin fond du machin, sauf exception. Voilà. Le quotidien, c'est pas ça du tout. Le quotidien, c'est ce qu'on appelle dans le débat public les incivilités. Alors dans les enquêtes, les deux choses qu'on mesure le mieux, c'est d'une part tout ce qui concerne les dégradations de biens privés, en langage policier, c'est-à-dire fondamentalement les dégradations de véhicules. Je suis parti faire mes courses au supermarché, j'ai garé ma voiture, en revenant, j'ai vu que la bagnole qui était à côté m'avait embouti manifestement, et puis m'a pas laissé sa carte de visite, et bon voilà. Donc la voiture, beaucoup. Et la deuxième chose qu'on mesure bien dans les enquêtes, c'est tout ce qui est l'agressivité verbale. Tous les types d'insultes, d'injures, de menaces, de gestes obscènes, dans toutes les scènes de la vie sociale. Que ce soit entre gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, entre automobilistes, parce qu'on fait la queue et qu'il y a une compétition pour obtenir quelque chose. Bref, dans toutes les situations de la vie sociale. Phénomène qui a cru évidemment, lui, très clairement, là aussi, de même que la société de consommation, hein, les vols qui sont liés à ça, certains types d'incivilité ne cessent bien sûr de croître
parce qu'ils sont liés fondamentalement à l'évolution sociétale, c'est-à-dire à l'anonymat croissant des relations sociales. C'est toutes les formes ouais, je veux bien un petit coup d'eau. C'est toutes les formes merci, de non-intérêt pour l'autre. On traduit ça souvent sur le registre moral de l'égoïsme, mais c'est pas en termes moraux qu'il faut le comprendre, je pense c'est avant tout en termes sociologiques. Je n'ai pas du tout la même réaction, quel que soit le registre d'ailleurs de cette réaction, par rapport à quelqu'un que je connais, que je peux nommer d'ailleurs de son nom, ou par rapport à un inconnu. La plupart des problèmes, et de leur aggravation d'ailleurs, et du fait qu'on a du mal à les gérer, viennent non pas du tout du fait que ces problèmes seraient plus durs, plus graves, plus forts qu'auparavant, mais vient du fait qu'ils surviennent entre des gens qui sont devenus des inconnus les uns pour les autres. Et du coup, il y a 3 gamins qui font du bruit avec la musique à fond, en fumant des pétards en bas, bidule, machin. La personne qui est au-dessus, qui va partir travailler, ou la personne âgée qui n'arrive pas à dormir à cause de ça, le problème n'est pas du tout que les 3 gamins sont nouveaux, et que 30 ans avant, il y en avait 3 autres, machin, bidule. Par contre, le fait que cette personne, si elle ouvre ses volets et les regarde, ne les connaissent pas, ne les reconnaissent pas, ne puissent pas les appeler par leur nom, ne sache pas qui est fils de qui, ça, c'est un changement majeur par rapport à la société d'il y a encore quelques décennies. Ou encore une fois, les gamins faisaient les mêmes choses, voire pire, je répète, voire pire, mais c'était pas X inconnu, c'était machin, fils de machin. Et donc je peux aussi aller voir ton père demain, par exemple. Ce qui change beaucoup de choses dans la situation. Cette question-là, d'ailleurs, est fondamentale également à l'école. Il n'y a pas non plus, contrairement au blabla qu'on entend souvent, il n'y a pas non plus d'explosion des problèmes de violence à l'école. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a des enquêtes très précises et des comparaisons historiques là-dessus. Par contre, l'école aussi est un lieu d'anonymat croissant. Et cet anonymat a entraîné un phénomène majeur. C'est qu'il a contribué fortement, ce n'est pas le seul facteur, mais il a contribué fortement à rompre la solidarité entre les adultes face aux enfants. Je m'explique concrètement, le gamin qui faisait une bêtise à l'école, et je sais que depuis qu'il y a des écoles, il y a des gens qui font l'école dedans, chacun a un peu de mémoire quand même sur sa propre enfance et adolescence, j'espère. Pas nous faire croire que c'est nouveau, machin, c'est vraiment une blague. En tout cas, moi j'ai des souvenirs très très précis. La grande différence, c'est que dans cette scène sociale typique à la sortie d'école, l'enfant, le préadolescent ou l'adolescent il y a 40 ans qui a fait une bêtise, l'enseignant ou le chef d'établissement, peu importe, il n'y a pas de CPE à l'époque, qui emmène le gamin à la sortie, voir le parent, il connaît le parent. Et la situation, c'est qu'on voit du coup 2 adultes qui se mettent face à l'enfant et qui tiennent fondamentalement le même discours, avec un parent disant souvent « Ah, vous l'avez puni comme ça, c'est très bien ». Et puis d'ailleurs, il y aura une 2e couche à la maison, au fond. Voilà. La situation d'aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent un parent qui se met à côté de son enfant, face à l'enseignant, et qui rompt cette solidarité. L'anonymat n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons de ça. Lorsqu'évidemment l'enseignant, c'était celui qui habitait à côté, qu'on croisait aussi à la boulangerie, au machin, au bidule, dont on connaissait, qui habitait depuis longtemps, blablabla, c'est pas la même chose. Voilà. Or, on vit au contraire dans des sociétés où nous habitons de plus en plus loin du lieu où habitaient nos parents, du lieu où on a grandi, où habitent de plus en plus loin du lieu où habitent les autres membres de notre famille. Nous habitons de plus en plus loin de l'endroit où nous travaillons, et l'INSEE mesure chaque année le nombre de kilomètres moyens qu'on fait pour aller travailler, c'est de plus en plus. Nous faisons nos courses de plus en plus dans d'autres zones anonymes, impersonnelles, aux sorties des villes, il n'y a quasiment plus de commerce de proximité. C'est toute cette évolution-là qui vient comme ça rompre toute une série de systèmes d'interconnaissance, donc potentiellement de solidarité, qui fait que nous sommes plus facilement démunis pour gérer des problèmes. Et que du coup, on a tendance à s'exagérer la nouveauté ou l'importance de ces problèmes, alors qu'en fait, le problème fondamental est notre incapacité à les gérer, et pas l'existence ni l'aggravation du problème. Je suis trop long, alors il faut que j'arrive vite au 3e point. C'est passionnant. On a notre temps. Merci. Alors, que peut faire un maire dans l'ensemble de ces problématiques? Un petit mot rapide sur 2
deux choses classiques, puis surtout. Les deux choses classiques, c'est donc ce qui est plus spectaculaire, ce qui est donc la vidéo et la police municipale, et qui là aussi masque d'autres choses qu'on peut, qu'on doit faire, qui sont moins spectaculaires sans doute, mais qui prêtent moins à la politique politicienne, mais qui sont en fait tout à fait déterminantes. Alors on va partir du plus facile, la vidéosurveillance. C'est extrêmement facile dès lors qu'on a les données qu'on a fait enquête. C'est mon dernier livre, j'ai fait une enquête là-dessus. Pourquoi je peux dire des choses que je m'apprête à vous dire et qui vont peut-être vous étonner? Ben c'est parce que, je disais au tout début de ma présentation, j'ai eu accès à des données qui ne sont jamais rendues publiques et qui permettent d'évaluer véritablement une politique publique. Voilà. Et si vous ne savez pas précisément, si vous n'avez pas les données, vous ne pouvez que croire ou pas croire ce qu'on veut bien vous jeter en pâture comme information. Voilà. Donc moi j'ai pu rentrer dans les systèmes, j'ai pu m'enfermer dans des centres de vidéo pour observer les observateurs, si vous voulez, en arrivant avec mon mug de café à 7h le matin et en partant boire l'apéro à 7h le soir, pour simplifier, schématiser. De même que j'ai pu dire, là vous avez une armoire dans laquelle vous enregistrez toutes les réquisitions d'images que vous adressez au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie selon la ville, depuis plusieurs années même. Je pourrais le lire sur plusieurs années d'ailleurs, comme ça je fais le calcul, tout ça. Je saurais qui a demandé quoi comme image, pour courir après quel type de phénomène, dans la ville, quel jour, à quelle heure, dans quel quartier, machin. Combien de fois on a trouvé une image qui l'a intéressé, qu'est-ce que cette image montrait d'ailleurs, voilà. Tout ça je le sais, encore une fois parce que j'ai pu ouvrir l'armoire qui n'est jamais ouverte par personne. Alors quel est le résultat de mon travail? Il tient au fond là dans, allez rapidement, les 5 points suivants. Première chose, dans quasiment toutes les villes, le discours politique présente la vidéosurveillance comme quelque chose qui va globalement donc assurer notre meilleure sécurité à tout point de vue, jusqu'à y compris face au risque terroriste. C'est une sinistre plaisanterie. Il y a d'autres trucs plus sérieux qu'on va dire après, mais alors celui-là, pour le coup, c'est une sinistre plaisanterie. Vous voulez la démonstration par l'horreur? Il faut dire les choses précises. 14 juillet 2016 à Nice. Vous avez donc la grande ville la plus vidéo-surveillée de France. 2000 caméras sur la voie publique et dans les trams. Et, plus effarant encore, un CSU, un centre de supervision urbaine, où se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à 125 fonctionnaires territoriaux. 125 fonctionnaires territoriaux pour un coût annuel situé entre 17 et 20 millions d'euros. Une ville qui s'est endettée, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes, une ville qui s'est endettée pour cette politique de sécurité. Le résultat, c'est qu'il y a cet assassin qui écrase les gens donc, sur la promenade des Anglais. Promenade des Anglais qui est la vitrine touristique de la ville, le lieu le plus vidéo-surveillé de la ville, où donc des gens qui sont censés scruter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 écrans, etc., n'ont jamais vu quelqu'un qui a fait au moins une douzaine de repérages sur les lieux de son crime, avec le camion qu'il a utilisé, camion dont le tonnage est interdit de circulation à cet endroit sur la promenade des Anglais, il est trop gros. Autrement dit, ne serait-ce que pour de simples raisons de police de la circulation, on aurait dû le voir, personne ne l'a jamais vu. Deuxièmement, il se suicide, la plupart des attentats à suicide. On n'a pas besoin d'avoir des images de lui après coup pour le pister, je ne sais où. Troisièmement, il agit seul, il ne trouve pas de complice avec la vidéosurveillance. On en trouvera éventuellement avec l'enquête de police judiciaire qui étudiera la téléphonie, l'ordinateur, pour essayer de reconstituer un réseau des complicités. Mais c'est toujours pas la vidéosurveillance, pas le problème. Donc ça sert à quoi fondamentalement cette histoire? Je dirais là deux choses. Un, donner des images aux chaînes d'information continue pour faire tourner les trucs, et donc avec évidemment les immanquables spécialistes, experts qui vont arriver blablater dessus. Et deux, ça donne aussi des images au site de propagande des djihadistes. Où ils sont bien contents de l'effroi qu'ils ont causé. Voilà. Mais à part ça, je ne vois pas l'intérêt. Ça c'est fait. Deuxième chose, est-ce que nous sommes mieux protégés cette fois de la délinquance du quotidien, on va dire, la délinquance de voie publique, la petite et moyenne délinquance du quotidien, ce que je citais tout à l'heure, les vols, les cambriolages, les très rares agressions qu'il peut y avoir sur la voie publique, la plupart, encore une fois, c'est pas là qu'elles se déroulent. Alors, de deux manières, est-ce qu'on est mieux protégé du fait qu'il y ait des gens qui regardent en direct les écrans, ce qui est le cas uniquement des grandes et moyennes villes qui en ont les moyens, parce que ça, on
parfois des policiers municipaux, il faut forcément que ce soit des agents assermentés, ou des ASVP, des agents de surveillance de la voie publique, pour regarder donc les écrans à longueur de journée, ou bien ce qui est le cas dans quasiment toutes les petites et une partie encore des moyennes villes, on enregistre simplement les images, au cas où elles seraient utiles après coup pour les enquêtes de police judiciaire. Voilà. Donc, ok, les deux cas de figure. Premier cas de figure, qu'est-ce qui se passe quand on emploie des gens pour regarder en direct les écrans? Donc j'en donne plusieurs exemples dans mon livre. Sur la demi-douzaine de terrains d'enquête que j'ai fait, pour des raisons de taille du livre, j'en ai gardé que 3. Une petite, une moyenne, une grande ville, une de droite, une de gauche, une de centre, une gendarmerie, de police, bref, pour varier tous les plaisirs. Je donne plusieurs exemples très concrets. Dans la petite ville, par exemple, on avait un parking d'une gare, il y a une ligne de TER, c'est une petite ville dortoir, il y a le parking de la gare, et il y a beaucoup de gens qui prennent le train le matin pour aller travailler à la grande ville, qui est pas loin, le bassin d'emploi qui est Aix-Marseille. Du coup, il y a des voitures, et puis ils reviennent le soir, ils reprennent leur voiture, et ils rentrent chez eux. Alors, bon. Donc du coup, leur voiture est abandonnée toute la journée sur un parking désert. Résultat, dans le même train TER, mais en sens inverse, il y a des gens qui viennent de la ville pour faire un peu leur marché dans les voitures dans la journée. Ok. Ça s'appelle le vol à la roulotte en termes policiers. La ville décide de mettre le paquet, entre guillemets, pour sécuriser, pour le langage, le parking, et donc de concert avec des interventions plus rapides sur le terrain, etc. Bref, la salle, la vidéo, machin, on met le paquet, on met les effectifs, etc. Résultat, je vous passe le détail de l'opération, je raconte dans le livre. Résultat, à la fin de l'année, très forte diminution des vols dans les voitures sur le parking de la gare. Donc communiqué triomphateur de la mairie et tout. Ok. Et donc moi je travaille sur la ville pendant ce temps-là, dans le cadre d'une commande publique, et à la fin de l'année, je regarde le total des vols dans les voitures sur toute la ville, et pas que sur ce parking. Et je m'aperçois que le total est le même que l'année d'avant. Autrement dit, le phénomène s'est déplacé à d'autres endroits. Voilà. Les voleurs, dès lors qu'ils ont été informés, parce que ça marche, ce sont des stratégies, c'est des fusils à un coup, tout ça. Dès qu'on a mis 3 caméras et qu'on a arrêté une équipe, le lendemain, tout le monde sait dans le petit milieu des voleurs, machin, du coin, machin, qu'il ne faut plus aller taper dans les voitures sur ce parking-là. C'est dangereux. Donc on va ailleurs. Ça s'appelle le phénomène de déplacement de la délinquance, qui est un constat international. D'ailleurs, tous mes collègues qui ont fait le même type d'études dans d'autres pays montrent ça très bien, c'est pareil. Même chose, je l'ai fait pour évidemment aussi la question du deal de drogue dans l'espace public. Je vais passer des choses dans votre vie de ce sujet-là. Aucune ville française n'échappe à ce phénomène, évidemment. C'est ni village d'ailleurs, même, en réalité. Même chose, vous mettez 2 caméras au-dessus du square machin, du hall de l'immeuble bidule, parce qu'il y a un point de deal, voilà, avec son vendeur, ses 2 guetteurs, son machin, ok. Qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, les dealers vont essayer de casser la caméra, puis quand vous l'aurez réparé, mis plus haut, mis un double de protection, machin. J'étudie ça en détail dans un livre. Qu'est-ce que feront les types? Ils iront juste le square d'à côté, à l'angle du même square, mais plus loin, la cage d'immeuble juste à côté, où il n'y a pas encore de caméra. Alors quoi? Alors si vous voulez résoudre ce problème, ça veut dire qu'il faudrait vidéo-surveiller la totalité de l'espace public de la commune. C'est un truc sans fin, où vous ruinerez votre commune en mettant autant de caméras qu'il y a de rues, quoi, si vous voulez, et de squares, et d'espace collectif. Alors ça c'est en plus, voilà, et puis il faudra bien effectivement augmenter de plus en plus le nombre de personnes qui regardent, parce que c'est le même problème, hein, les gens qui regardent par ailleurs, faut pas s'imaginer qu'il y a une personne qui regarde un écran. Ce serait trop facile, évidemment. Une personne regarde beaucoup d'écrans. On regarde un écran sur lequel tournent des images prises par plusieurs caméras qui sont programmées pour faire une succession, un circuit comme ça d'images. Voilà. Et comme les personnes, comme nous tous, nombre de yeux, si tout va bien, vont dans le même sens, tout ça, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez de manière extrêmement concentrée en fait, la plupart des caméras filment la rue, c'est-à-dire filment en fait des flux de véhicules et de personnes. Donc quand vous regardez des flux de véhicules et de personnes, où 99 fois sur 100 il ne se passe rien, toute personne normalement constituée, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, vous avez des études, y compris d'ergonomie, des études allemandes à ce sujet-là, au bout d'un moment, évidemment, il ne voit rien, ne voit plus rien, il y a juste la migraine en fait. Voilà.
Donc je décris en détail dans mon livre le problème de l'ennui chez les opérateurs de vidéosurveillance. Qui confine chez certains à presque une souffrance professionnelle, le sentiment de ne pas servir à grand-chose. Et je décris du coup toutes les stratégies qu'ils adoptent pour essayer de donner quand même du sens à ce qu'ils font et de trouver des choses à faire, au fond. Et je me suis aperçu en travaillant sur les grandes villes, puis après, en allant le vérifier un peu partout, et je me suis aperçu que c'était le modèle général en France, que parmi tous les détournements possibles de la vidéosurveillance, en réalité, il y en a un qui s'est dégagé petit à petit et qui est en train de devenir la règle générale et qui le deviendra, j'en suis persuadé, pour une raison fondamentale, c'est que c'est ce qui est le plus rentable, c'est ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation. C'est-à-dire le fait de détourner les caméras, non pas pour vous protéger de crimes et délits ordinaires, mais en fait pour renforcer la répression des infractions routières. Commises par potentiellement la plupart évidemment d'entre nous, population. D'où le fait que c'est pas dit, évidemment, c'est jamais dit. Politiquement, c'est pas très vendeur de dire en fait on va vous aligner plus souvent quoi. Et une loi de décembre 2016 a d'ailleurs généralisé la possibilité d'utiliser la vidéo-verbalisation. Au départ, c'était réservé au stationnement gênant, mais depuis une loi de décembre 2016, ce sont en fait toutes les infractions routières qui sont potentiellement concernées. Voilà. Et je montre dans mon livre, je montre dans la grande ville, elles sont toutes anonymisées, mais enfin 870 000 habitants, la deuxième ville de France, bon, il n'y en a qu'une. Je montre à Marseille donc que le nombre d'images qui sont utilisées dans des enquêtes par la police judiciaire sur une année entière, ça, prenez quelques points de repère comme ça très généraux, c'est de l'ordre de 2000 histoires, je peux y revenir après. La même année, le nombre de verbalisations, de PV qui sont envoyés aux habitants de Marseille grâce à la vidéo, c'est 36 000. Donc le cœur statistique du système, c'est le PV, la verbalisation des infractions routières, et pas autre chose. Et évidemment, c'est rentable, puisque, comme vous le savez, l'État et les collectivités se partagent les produits des timbres à bande. Troisième constat, qu'en est-il maintenant des images enregistrées qui pourraient servir après coup dans les enquêtes de police et de gendarmerie? Alors là, le résultat de mon travail est un peu plus subtil. Avant, c'est facile. Objectivement, c'est pas très compliqué, mais il faut juste pouvoir le prouver, en fait. Voilà. Mais là, c'est un peu subtil au sens où, dans un certain nombre de cas, oui, ça peut servir. La question, c'est, tout est dans c'est quoi le certain nombre de cas, dans le chiffrage de ça. Comment faire de la communication, une traduction, comment enfumer tout le monde, en manipulant les chiffres. Comme si les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Alors vous savez que dans toutes les images, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Il y a ni des caméras dans des petits bras, ça n'existe pas. Nous faisons parler les chiffres, ce qu'on veut leur faire dire. Mais si on veut éviter de dire des bêtises, il faut évidemment donner aux chiffres des points de comparaison avec d'autres chiffres pour voir qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à autre chose. Une communication typique politique de villes comme Nice ou Marseille que j'ai étudiée, ça consiste à dire, par exemple, l'an dernier, nous avons arrêté, exemple typique de Marseille que je donne dans mon livre, l'an dernier, nous avons arrêté 600 délinquants grâce à notre système de vidéosurveillance. Du coup, article à la une, notre canard local, c'est la Provence. Du coup, article à la une, 600 délinquants arrêtés grâce au système de vidéo de Marseille. Du coup, voilà, et and so what, 600, c'est quoi? Par rapport à quoi? Ça pèse quoi? Vous voyez, ça ne veut rien dire tout seul, un chiffre. En l'occurrence, la bonne question à se poser, c'est ok, mais dans la même année, sur l'ensemble de l'année, l'ensemble des commissariats de Marseille, ils ont fait combien d'affaires? Si on veut savoir ce que ça pèse, les 600. La réponse à la louche, c'est 60 000. Donc 600 par rapport à 60 000, c'est 1%. Donc c'est pas nul. Effectivement, il y a bien eu 600 interpellations, voilà. Mais ça pèse 1% du problème, pour simplifier. Et c'est ça le résultat fondamental de mon travail sur cet aspect-là, l'usage des images enregistrées après coup dans les enquêtes. Oui, ça sert régulièrement d'ailleurs, mais dans des proportions qui sont infimes au regard de l'ensemble de l'activité policière, selon le territoire. Dans toutes les villes, cette proportion varie en fait entre 1 et 3% du total des enquêtes faites dans toute l'année sur toute la ville. Donc c'est pas nul, mais c'est tout petit. Du coup, la bonne question devient, est-ce que ça coûte l'argent? Est-ce que ça vaut l'argent que j'y mets? Est-ce que ça vaut l'argent que j'y mets, tout simplement?
Si c'est gratuit, bah, ok, les policiers nationaux, gendarmes, on leur dit on vous met de la vidéo ou pas, les gars ils disent tous oui, bien sûr. Et ils ont raison. Je serais policier, je dirais oui aussi. Même si l'aide que ça m'apporte est toute petite, c'est toujours ça le prix. Fondamentalement, les policiers ou les gendarmes, ils galèrent. Hein. Il faut savoir, ils galèrent pour élucider les affaires dans une société anonyme. Bon, voilà. Donc, sur tout ce qui est vol, cambriolage, tout ça, les taux d'élucidation sont inférieurs à 10%. Hein. En réalité, plus de 90% des affaires ne sont pas élucidées. Donc si on leur dit on t'amène 2% en plus, il va pas dire non, hein, et c'est gratis, ok. Voilà. En général, les policiers municipaux sont pour aussi, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui gèrent le système. Donc quoi ? Trop puissant, quoi. Trop fort. Forcément, c'est un outil pour eux de professionnalisation. C'est eux qui vont gérer le truc. Donc, et comme ils sont tout le temps dans cette rivalité avec les nationaux, ils vont sortir super fort, quoi, de maîtriser la technologie. C'est ça le fond du truc. Mais en fait, à qui ça sert vraiment, machin, tout ça, est-ce que ça coûte ? Dans la plupart des... Que dis-je la plupart ? Dans toutes les villes où j'ai travaillé, je n'ai par ailleurs jamais rencontré personne qui, au premier entretien, soit capable de me dire le coût précis de cette chose-là. Parce que de fait, il y a plusieurs coûts qui émargent à plusieurs lignes budgétaires. Il y a des coûts en amont d'audit, il y aura des coûts en aval de maintenance, il y a des coûts d'investissement, il peut y avoir des coûts de fonctionnement. J'ai très souvent rencontré des DGS, directeurs généraux de service, qui me disaient que je vous remercie quand même d'être venu au moins pour ça, parce que non, je sais exactement, vous m'avez fait chercher un tas de trucs, machin. Hein. La maintenance, ça va être dans la ligne, en fait, c'est sur les services techniques de la ville. Donc, rien à voir avec le. Vous voyez, bon, voilà. C'est un peu compliqué. Les résultats, donc, on ne sait pas à quoi ça sert, et on ne sait pas combien ça coûte. Voilà. Or, ça coûte quand même assez cher, il faut le savoir. Hein. À tout le monde, bien sûr. Aux villes, à l'État, et on oublie souvent au département. En fait, le troisième financeur, là aussi de manière cachée. Hein, parce que c'est dans une ligne budgétaire qui s'appelle l'aide aux collectivités. Ça peut être aussi bien pour la piscine municipale que pour la vidéo. Ça sert en fait beaucoup à ça. Jusqu'à sa récente suppression d'ailleurs, la plupart des parlementaires, enfin beaucoup de parlementaires, pas la plupart, pardon, beaucoup, je ne peux pas chiffrer précisément, utilisaient aussi leurs réserves parlementaires sur des projets de vidéo dans les villes de leur... ouais, je montre ça aussi dans mon livre. Voilà. Donc, je m'arrête là pour la vidéo. Le résultat fondamental est celui-là. Et je vous indique d'ailleurs au passage que dans une poignée de villes, très peu en France, malheureusement, dans une poignée de villes, parce qu'on a très peu cette culture de démocratie participative ou délibérative, qui n'est souvent qu'un mot, hein, un slogan, il y a très peu de villes qui ont vraiment organisé des débats et des référendums sur ces questions-là. Très peu. Mais dans toutes celles qui l'ont fait, c'est-à-dire en donnant concrètement, en invitant les gens à la salle des fêtes dimanche, machin, avec un petit dossier de présentation, voilà ce qu'on pourrait éventuellement envisager, voilà ce que ça coûterait, et troisième chose fondamentale, voilà par ailleurs quelles sont les perspectives et les travaux et des choses qu'on doit faire dans notre commune. On doit aussi refaire le toit de l'école et ça vaut tant, la piscine, ça vaut tant, le centre de tri des déchets, des eaux polluées, machin, et ça vaut tant, voilà. Et bien, dans les très rares villes où il y a eu un débat de ce type, avec ce minimum d'informations, le résultat est que la majorité des gens, et vivent, quelle que soit la couleur politique, alors des fois c'est des petites villes qui n'avaient pas beaucoup de couleur politique, le résultat a été non, on n'en veut pas. Et pas au nom d'une quelconque idéologie, mais juste parce que, ben, il y a à l'évidence, on ne se sent pas en fait super en insécurité dans notre petit truc là, et il y a des problèmes plus urgents à régler. Donc, vu ce que vous nous dites du coup, et ce que vous empêcherez de faire, ben non, finalement. Voilà. Alors, voilà pour la vidéo. Donc, la conséquence de mon travail, je sais que c'est pas du tout politiquement correct, mais c'est consiste à dire fondamentalement, ça ne sert pas à grand chose. Si les policiers et les gendarmes en tirent un tout petit peu plus, tant mieux pour eux, mais à ce moment-là, ils n'ont qu'à se le payer, quoi. Hein. Enfin, l'État a qu'à leur payer. Je ne vois pas pourquoi une collectivité, dans le contexte de resserrement des budgets des collectivités, perdrait son argent là-dedans. Voilà. Alors, je ne dirais pas du tout la même chose, mais sur le deuxième point maintenant, qui est la police municipale. Au sens où une des conclusions de mon travail, c'est aussi de dire attention à cette mode actuelle, parce que c'est là aussi un imaginaire, hein, qui nous rend tous un peu crédules, hein, très naïfs, consistant à s'imaginer que forcément les technologies, c'est mieux que les humains, ça va les remplacer, ça marchera mieux. C'est un peu au blabla, hein, là aussi, un peu au marketing en fait, hein, le marketing des gens qui vendent les technologies.
les technologies, c'est ni bien ni mal, d'ailleurs, c'est froid, c'est inanimé, c'est un objet. Ça peut nous servir si on en fait des bons usages, comme ça peut d'ailleurs ne pas nous servir si on n'en fait pas des bons usages. Ou nous servir contre nous si on en fait des usages non démocratiques. Voilà. Donc, je pense que rien ne remplace les humains et rien ne remplace la fonction d'incarnation de l'autorité publique dans l'espace public. Ce que je veux dire va tourner autour de ça. Alors, d'où ça vient, la police municipale? L'histoire est ancienne, autrefois il n'y avait quasiment que ça, hein, bon, mais peu importe, on va prendre l'histoire récente. D'où ça vient le retour actuel des polices municipales? Ça vient en fait, c'est parti dans les années 80, on va prendre comme point de repère le rapport Bonne Maison, 1982, donc on pourrait prendre aussi le rapport Perfit d'ailleurs quelques années avant, 76, comme ça, à gauche, à droite. Les deux rapports disent au fond, les maires en France se plaignent du fait que les policiers et les gendarmes, surtout les policiers, pas le fonctionnement, sont loin de la population et ne sont pas beaucoup sur la voie publique, ou de moins en moins. Dans le rapport Bonne Maison, il est même écrit les maires envisagent de refaire des polices municipales parce qu'il y a un besoin, comme je disais tout à l'heure, d'incarner une forme d'autorité publique sur la voie publique, dans la vie quotidienne. Comme à chaque fois, il y a ce genre de débat, évidemment, la police répond mais non, vous allez voir, on va refaire, on peut appeler ça proximité, ou si c'est un gros mot, mettez un autre mot, mais on voit l'idée. Hein. On va le refaire. Et puis chaque ministre, il va de sa petite réformette, avec un nouveau nom, et puis une nouvelle petite belle conférence de presse, un beau PowerPoint, et des blablabla. Actuellement, c'est la police de sécurité du quotidien. C'est le marketing du moment, quoi. Voilà, c'est une blague, hein, ça ne change pas du tout le fonctionnement global de l'institution policière. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. C'est juste le truc du moment pour faire style, quoi. Mais c'est pas vrai. La police de proximité, qu'est-ce que c'est? On appelle police communautaire dans la plupart des pays anglo-saxons. C'est l'idée que pour rendre service aux citoyens, car c'est ça l'objectif, pas pour protéger l'État, les gouvernants, le maire, tout ça, pour rendre service aux citoyens, il faut que ce dernier, le citoyen, puisse, dans sa vie quotidienne, assez facilement, entrer en contact avec un représentant de l'autorité publique afin de pouvoir lui exposer ses problèmes. C'est juste ça, en fait. Ça paraît d'une simplicité enfantine. Et nous sommes incapables de le faire en France. Pour des raisons fondamentalement idéologiques, qui sont devenues, du coup, au fil du temps, des raisons aussi organisationnelles, contre lesquelles il est très difficile de lutter, de plus en plus difficile de lutter. Traduction concrète de ça, parce que ça implique derrière qu'on ait donc des gens qui soient affectés durablement à des espaces limités. Deuxième chose, ils peuvent tourner toute la journée en voiture et ils ne rencontreront pas le citoyen. Hein. Donc ça suppose qu'ils patrouillent à pied ou en vélo. La plupart des polices municipales disent bon, voilà, on a fait toute la ville. Oui, mais en voiture, les gars, en voiture. Vous pouvez tourner dans tous les sens tant que vous voulez. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, ça va être difficile pour le citoyen de venir vous dire en fait, vous savez, bon, voilà. Pour qu'un citoyen puisse faire état à quelqu'un qui incarne l'autorité publique, ça ne veut pas dire que la personne qui l'incarne a réponse à tout et va répondre à ces trucs-là. Non, ça veut dire qu'il faut qu'il ait un interlocuteur. Et qui est-ce qu'on peut trouver sur la voie publique? On ne va pas mettre un enseignant, on va pas mettre un... Le plus fréquent qui incarne cette autorité en plus, c'est quelqu'un, on l'appelle, il y a plusieurs noms possibles, donc, hein, mais en tout cas, il incarne cette autorité. Qu'il soit officiellement policier ou pas, les ASVP ne sont pas policiers, statutairement, hein, mais ils ont un uniforme, ils incarnent l'autorité publique. Ça peut être une excellente solution de développer dans cette philosophie. J'ai des exemples de villes où il y a, au fond, des polices de proximité, elles ne portent pas ce nom-là, qui sont fondamentalement portées par des équipes d'ASVP. À qui ASVP, agent de surveillance de la voie publique. On trouve dans les services de police municipale, mais qui n'ont pas la qualification de policier municipal, qui ne peuvent pas porter d'armes, et qui sont généralement dans les villes sous-employés pour faire du PV stationnement. Alors qu'on peut faire tout à fait autre chose avec eux. Y compris dans l'encadrement des transports scolaires, enfin bref, il y a un tas de choses qui relèvent de la police de proximité qu'on peut faire avec eux. Donc,
derrière les coms et les réformes impossibles de la police et de la gendarmerie, le résultat c'est qu'on assiste à un redéploiement des policiers municipaux. Il y en a environ 30 000 actuellement en France, alors qu'au début des années 80, il ne restait plus que quelques milliers de gardes champêtres. Et alors quel est ici le problème? Le problème c'est que le terrain, la mission fondamentale qu'on vient de parler, la police de proximité, incarner l'autorité publique pour les citoyens, et bien le terrain, il ne l'occupe pas non plus. Il ne l'occupe pas non plus puisque c'est le drame de l'histoire, ou la ruse de l'histoire. Ces policiers municipaux se construisent sur, et exclusivement, sur le modèle des nationaux. Dans une espèce de complexe d'infériorité permanent, et en ne rêvant que d'une chose, c'est d'être comme les autres, comme si fondamentalement il n'y avait qu'une seule façon de faire la police, dans un modèle en plus qui est malheureusement, en France comme dans un certain nombre d'autres pays, mais on va dire un modèle où une des armes fondamentales du policier serait son muscle. C'est une bêtise, hein. Une des armes fondamentales du policier, c'est l'intelligence, l'information, la stratégie, pas l'épaisseur du biceps, ni la longueur du pistolet. Et oui, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Les choses comme elles sont, hein, et encore une fois, je mets les mots extrêmement simples, mais les résultats des enquêtes sociologiques confirment souvent des choses que vous avez perçues, j'imagine. Hein, voilà, non pas des révélations extraordinaires. Par contre, on peut confirmer des choses, on peut les chiffrer, on peut expliquer pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont, comment elles se reproduisent, et ça c'est quand même très important, surtout si on veut essayer d'y changer un petit quelque chose. Voilà. Donc le drame de l'histoire, c'est les policiers municipaux qui cherchent à imiter les nationaux et qui du coup n'occupent pas ce terrain de la proximité, tournent en voiture et considèrent que le contact quotidien avec la population, c'est une perte de temps, c'est les confondre avec des gens qui font du social, ou que sais-je. Bon, genre, ce qu'on entend plus évidemment. C'est une erreur fondamentale, hein, et quand ce que je dis là paraît incroyable en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est une banalité en fait. Voilà. Faut que j'essaie un peu là, hein, je parle trop, je vous ai dit, faut vraiment me fliquer, sinon je peux pas très longtemps comme ça. On surveille, c'est normal, faut pas plus avoir les échanges avec tout le monde, mais c'est passionnant. Donc, résultat de ça, eh bien, arrive n'importe quel contexte émotionnel particulier, genre attentat, et tout d'un coup, eh ben, on accède à toutes les revendications les plus sécuritaires. Voilà, vous avez armé votre police municipale entre avant et après les attentats, c'est la tendance nationale en France. C'est absolument pas exceptionnel à Beauvais, c'est la tendance partout. Là, ce qui est plus exceptionnel, c'est de revenir carrément sur une consultation populaire, mais sinon, c'est ce qu'on voit absolument partout. La solution, et j'ajouterais que non seulement il y a un problème de doctrine, c'est compliqué de venir reconvaincre aujourd'hui des policiers municipaux, leur expliquer que non, c'est pas ça ce qu'on attend d'eux, c'est pas ça le métier, c'est pas ça la proximité, et qu'en plus s'ils le faisaient, ben, ils verraient qu'ils seraient super reconnus par la population, ils en seraient heureux en fait, mais il faut commencer par l'essayer pour le comprendre. Enfin, voilà. C'est devenu d'autant plus compliqué que non seulement il y a ce travail de conviction à faire, mais qui plus est, il y a un problème de recrutement également. Il y a beaucoup de gens ces dernières années, et dans le contexte sécuritaire actuel, qui sont recrutés sur le modèle muscle, pour résumer les choses. C'est-à-dire que pour eux, ils viennent faire de la police, c'est-à-dire que fondamentalement, si on ne peut pas appuyer un peu sur le champignon, faire un peu crisser les pneus et arrêter un méchant, on ne sert à rien, quoi. Ça, c'est un souci, et du coup, dans les recrutements, ça joue beaucoup, parce que qui s'est présenté et qui a été recruté dans beaucoup de villes, ce sont des jeunes qui auparavant ont été adjoints en police nationale ou en gendarmerie nationale. Donc ça complique encore plus le problème, puisqu'on se met donc à recruter comme jeunes policiers des gens qui viennent des forces nationales, donc pour qui ils n'ont pas besoin de chercher à imiter la nationale, ils en viennent. Vous voyez, ça commence à compliquer beaucoup de choses. Voilà, je conclurai juste, parce que j'ai trop débordé, je conclurai juste en disant que la focalisation par ailleurs sur ces deux manettes, ces deux outils au fond d'un maire, hein, la vidéo et la police municipale, un qui à mes yeux donc est une gabegie, au fond, hein, une perte d'argent, l'autre qui est tout à fait utile et pourrait donner des choses formidables, mais est quasi systématiquement très mal employé. Ces deux choses-là masquent par ailleurs une troisième chose qui est constituée par l'ensemble de ce qu'une municipalité peut faire dans le domaine de la prévention et de la sécurité, qui est moins spectaculaire, moins visible, mais tout à fait déterminant. Il y a tout ce qui relève de, bien sûr, des politiques de prévention, et c'est l'occasion de rappeler que la prévention, c'est pas
un ensemble de braves sentiments, de bons sentiments, que sais-je. Hein, voilà. La prévention, c'est un autre genre de politique. Hein. La répression, c'est le temps de l'urgence. On traite les urgences. Il y a des acteurs dans ce métier, il faut les traiter. Il y a le feu, il faut l'éteindre. La prévention, c'est se dire, quand même, j'ai souvent des départs d'incendie dans cet immeuble. Hein. Il y aura peut-être un travail de fond qu'on n'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter que ça pète tout le temps, ou réduire? Voilà. C'est ça la prévention. C'est l'anticipation du futur. Ça se compare pas, c'est pas la même chose, c'est pas la même logique, c'est pas le même boulot, et c'est en partie pas les mêmes acteurs. C'est tout aussi noble, voire même encore plus. C'est politique au sens noble, beaucoup plus, évidemment. Sinon, quand on fait pas ça, et la tendance actuelle, c'est de ne plus faire ça, et bien, quand on fait pas ça, on est tous enfermés dans le rôle de pompier. On passe son temps à sauter d'une urgence à une urgence, un incendie à un incendie, sans plus jamais se demander d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour dans quelques années ça aille mieux. Donc c'est tout ce travail de prévention, c'est tout le travail qui est fait auprès des associations, avec les associations pour la prise en charge des problèmes. Nous sommes des humains, d'émotions, la prise en charge des victimes, la prise en charge, même pour des petits problèmes parfois, hein, on parlait des incivilités tout à l'heure, tout l'accompagnement des problèmes. J'ai expertisé des villes dans lesquelles, à force d'avoir mis des sous dans la vidéo, comme il fallait bien les prendre quelque part, on a toujours rappelé qu'on met €1 de plus sur un budget, c'est qu'on l'enlève ailleurs. Donc le drame de l'histoire en France, c'est qu'on n'y évalue ni l'intérêt réel de mettre l'euro en plus, ni l'impact du fait qu'on l'enlève ailleurs. Donc moi j'ai expertisé des villes où on avait considérablement alourdi le budget vidéosurveillance, et par contre on avait diminué par 2 les subventions aux associations qui prenaient en charge les victimes. Tout ça au nom des victimes, soi-disant, hein, aussi. Voilà. Mais voilà. Bon. Donc c'est tout ce travail-là, et c'est enfin, je termine là-dessus, c'est tout le travail de lien et de liant qu'il faut essayer de mettre dans ce fameux partenariat entre les institutions pour faire en sorte que ce ne soit pas simplement une gentille réunion où chacun vient dire ce qu'il fait et reparte faire ce qu'il faisait déjà tout seul avant de venir à la réunion et qu'il continuera à faire après. Voilà. Partenariat, pour que ça marche, il faut, la formule philosophique, ce serait, il faut que le tout soit plus que la somme que les parties. Il faut que le fait d'être réuni avec quelqu'un d'autre vous amène à faire quelque chose que vous ne faites pas tout seul déjà. Sinon, c'est pas la peine en fait. Hein. C'est sympa, on s'est vu, okay, on boit un coup et un petit four à la fin. Mais enfin, si vous repartez faire ce que vous faisiez déjà de la même manière, c'est qu'en fait, il n'y a pas de partenariat. Pardon, j'étais trop long. Bon, très rapidement pour donner la parole, en t'écoutant, je me disais 2 choses. Je me faisais cette remarque, je me disais que ici on essaye de lancer une campagne qui est basée sur l'intelligence collective, sur le fait que l'on croit que chacun peut construire ça, et certes il y a de l'intelligence collective, mais ce soir c'est quand même beaucoup toi qui as porté l'intelligence, un peu tout ça. C'était la première remarque, et puis la deuxième, c'est qu'on a en fait un panorama, plein de solutions, plein de clés pour finalement porter une ville sûre, sécurisée et harmonieuse. Après, il faut qu'on les construise, il faut qu'on les tricote, il faut qu'on les porte, il faut faire des choix, mais voilà. La parole peut circuler. La parole est... Question. Monsieur, vous levez la main, on est entre nous, on va se... Monsieur. L'agglomération de Beauvais, il y a beaucoup de petits villages tout autour, et il y a le phénomène des voisins vigilants. Et je me demande si la maire actuelle de Beauvais n'a pas, ou alors j'ai rêvé, je sais pas, évoqué l'idée que la police municipale puisse être le recueil de renseignements donnés par la population. C'est effectivement très à la mode dans le Beauvaisis. Des voisins vigilants. Ah bah, en pas cas, oui. À fond. Bien sûr, bien sûr. Voisins vigilants, donc c'est une société privée qui vend ce label, en fait, qui se décline en autant d'autocollants, de pavillons, de panneaux, voilà. Mais c'est fondamentalement une société privée qui fait son
son business hein, avec ça, avec donc le sentiment d'insécurité et le fait que l'envie aussi souvent l'envie aussi simplement pour des voisins de se reparler un peu, etc. On parlait tout à l'heure du problème de l'anonymat dans la société. Voilà, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire à mon avis, mais bon, ça peut faire ça. Et qui s'appuie aussi souvent sur le fait que on trouve bien souvent quand même dans les quartiers des gens, là aussi on va parler clair, des gens qui s'ennuient, qui se sentent une petite âme un peu shérif, quoi, et puis qui disent oh, bah, vas-y, moi je vais patrouiller, quoi. Voilà. Ils ne disent pas comme ça, c'est vrai que ils parlent un peu comme ça. Bon, voilà. Donc, est-ce que c'est utile? Non. Les quelques retours de travaux qu'on a, et ce que disent les policiers ou les gendarmes eux-mêmes, c'est que fondamentalement, ils perdent plus de temps à vérifier des bêtises et des ragots et des machins, ou des faux trucs, que avoir des informations qui leur permettent d'être plus opérationnels dans la lutte contre la délinquance. Hein. Et deuxième chose, il est très étonnant et critiquable de mon point de vue qu'un certain nombre d'élus fassent directement ou indirectement la publicité pour ça, alors même qu'il existe un dispositif public qui vise à renforcer l'information des forces de l'ordre par les citoyens, qui s'appelle la participation citoyenne. Il y a des conventions toutes prêtes sur le site du ministère de l'Intérieur, qui peuvent être signées entre une ville et la direction départementale de la sécurité publique en police ou en gendarmerie, et qui vise à la même chose dans le cadre d'un dispositif public encadré, balisé, etc., et qui évite toutes les dérives et commerciales et chérifaines dont on vient de parler. Sans compter l'état d'esprit que ça peut... La délation. Ouais, les délations que ça peut générer. Je suis un peu le maître du temps, là. Je découvre, parce que je ne savais pas que il faut qu'on est contraint d'arrêter à 9h30. Donc on a 25 minutes d'échange entre nous. Il y avait d'abord... Oui, il y avait d'abord... Il y a un truc qui m'étonne toujours dans ce genre de discours qui est fort intéressant. Il y a une chose qui m'étonne toujours dans ce genre de discours qui est fort intéressante et qui a le mérite de prendre les choses à l'envers parce que c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi les municipalités font ce genre de politique alors que vous démontrez qu'elles sont inefficaces et apparemment, d'après ce que vous dites, ils ont les preuves qu'elles sont inefficaces puisqu'ils ont les chiffres qu'on ne communique pas. Ça m'étonne toujours. C'est de la démagogie, c'est de la corruption, c'est comment on fait ça? Alors, en fait, en général, ils ont pas les chiffres en question. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils les ont pas, c'est qu'ils s'en fichent. Ils ne cherchent pas à les avoir, je veux dire. Quand j'arrive dans une ville, oui, bien sûr. Quand j'arrive dans une ville, j'interviewe les gens tout de suite pour voir qu'est-ce qu'ils ont, etc. Et les élus, quel que soit leur niveau, et souvent même les techniciens d'ailleurs, n'ont pas du tout ces outils d'évaluation, parce qu'ils n'ont jamais procédé à une quelconque évaluation. Donc on est vraiment sur le registre de la croyance, du discours, et de l'usage politicien de cela. Donc pourquoi Tout simplement parce que ça sert à faire de la politique. Voilà, la vidéosurveillance aujourd'hui, c'est très facile en fait. C'est limite un peu magique pour un certain nombre de gens, puisque les professionnels sont pour. C'est l'État à la base qui l'a demandé. C'est Nicolas Sarkozy 2007. L'État à la base le demande. L'État en plus dit je vous en paye une partie, comme s'il nous faisait un cadeau. Je vous en paye une partie. Et puis à force de matraquer ça aux gens depuis donc, au moins 12 ans, on a même fini dans certaines catégories de la population par créer une demande de sécurité et une demande de caméras de vidéo. Il y a un entretien dans mon livre avec un des maires d'une des communes où j'ai travaillé qui reconnaît même qu'il s'est piégé lui-même là-dedans. À force de vendre ça, maintenant dès qu'il va dans une réunion de quartier, les habitants disent mais attendez, le quartier d'à côté ils ont 20 caméras, on en a que 2, c'est honteux, on en veut voir nous aussi. Bon, il est pris comme ça dans un cercle vicieux donc c'est un processus fondamentalement politique. Les caméras, ça sert avant tout à faire de la politique. Si on peut appeler ça la politique. Je crois qu'il y avait une madame. Alors, pour optimiser un peu le temps et la prise de parole, je vais peut-être prendre 3-4 questions d'un coup, avant de redonner la parole à nous. Je crois qu'il y avait une madame. Ah, c'était Chantal. Oui. Chantal, oui. Oui, je suis d'accord avec
notre conférencier par rapport à l'utilisation du sentiment de la peur au niveau de la politique. Le sentiment de la peur, c'est très important. Et ça me fait penser, on parlait des voisins vigilants, mais le préfet, dans le Var, il a instauré également les chasseurs vigilants et les randonneurs vigilants. C'est quelque chose qu'il a décidé de faire. Nous, en tant qu'association, on est allé le rencontrer, il nous a expliqué que c'était normal et qu'il avait des gens, des chasseurs et des randonneurs qui étaient d'accord pour signer, pour faire ce partenariat. Ensuite, une autre remarque concernant les médias. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez, je pense que vous avez eu l'occasion d'en entendre parler, ce qui s'est passé à Méru avec C8, qui est venu filmer la ville de Méru en disant que c'était une des îles les plus dangereuses de France. Alors c'était complètement faux, puisque les chiffres étaient vraiment là pour dire que c'était complètement faux. Il y a une mobilisation très importante de la municipalité et de tout le personnel, même les personnels enseignants et tout. Et puis là, il y a une mesure qui est prise pour demander que ces 8 reviennent sur leur diffusion du film et fassent justement le contraire. Il y a même quelqu'un qui avait hébergé des journalistes qui étaient là pour faire le film. C'était un monsieur qui avait un gîte, il avait hébergé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il discutait avec les journalistes, et les journalistes ils disent « Je ne sais pas ce qu'on fait là, il ne se passe rien ici, pourquoi on nous a dit que c'était comme ça ?» Et c'est vrai, quand on regarde le film, il ne se passe pas grand-chose à Méru, c'est plutôt à l'extérieur, hein, pour des gens qui roulent trop vite, etc. Et puis ensuite, vous avez évoqué aussi, ce qui m'a assez intéressé, le discours du café du commerce. Et ce discours-là, il est aussi utilisé par des hommes politiques, parce que lorsque vous avez un monsieur, président de la République, qui ose dire à un monsieur qui est en face de lui, vous traversez la route et vous trouverez du travail, si ce n'est pas du discours du café du commerce, ça, quand même, c'est assez grave. Il n'y a pas que ces expressions-là, il y en a d'autres. On pourrait presque faire un bouquin. Voilà, je vais conclure là-dessus. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si un type d'études, peut-être que vous en avez fait une là, ont été faites dans d'autres pays d'Europe. Est-ce qu'il y a des exemples de police bienveillance et de systèmes de sécurisation bienveillante dont on pourrait se servir comme modèle? Oui. Alors voilà. Je voudrais revenir sur une ou deux choses que vous avez dites, notamment le sentiment d'insécurité et puis le discours décliniste, enfin, notamment concernant les jeunes. Et je crois que les jeunes, les mineurs, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des projets de loi qui visent à faire que la justice des mineurs soit identique, c'est-à-dire très pénale à la justice des majeurs. Et non pas qu'on soit d'abord sur un discours d'éducation, mais sur un discours de répression. Et vous parliez, oui, que dans les villes, il fallait une politique de prévention, travailler avec les associations. Je crois qu'il est important aussi qu'il y ait une politique, enfin, le mot est peut-être pas français, mais éducationnelle, quoi, je veux dire. C'est-à-dire qu'on privilégie cet aspect-là, notamment concernant les mineurs, parce que c'est vrai qu'il y a les mineurs délinquants, il n'y en a pas, mais qu'à partir de là, la politique qui est mise en place aussi avec, dans les villes, y compris avec les associations, mettent l'accent sur ce côté éducationnel, éducation. Encore une, et après madame. L'éducation s'effectue autant à la maison, mais ce qui serait bien de faire, alors je ne sais plus si c'est au sujet de la délinquance des jeunes, ce qui serait bien de faire, c'est faire, je crois que c'est l'Allemagne, je ne suis pas certaine, ils ont mis en amont plein de structures pour les intéresser, les amuser, du sport et tout. Et il y a eu, j'ai eu un débat avec quelqu'un à Compiègne qui n'était pas d'accord avec moi, il y a 90% de réussite, c'est-à-dire que sur 100 enfants, enfin des adolescents qui risquent de mal tourner, il y a 90% de réussite. Pourquoi pas aller en amont? Alors le gars, le monsieur à côté me disait, oh oui mais les mettre en prison, alors non il me disait, oui mais ça coûte. Je dis, dans les prisons ça coûte aussi, qui c'est qui paye? C'est le contribuable. Voilà. Donc aller en amont pour que les enfants, bon, les parents aussi des fois, bon, plus ou moins, beaucoup plus de structures pour les jeunes, pour qu'ils soient moins délinquants finalement, qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire, le dimanche il n'y a rien ici, samedi dimanche il n'y a pas grand-chose. Hein? Je crois que Roxane, vous en avez parlé à la radio d'un projet. C'est vrai.
C'est vrai. Mais plus tard, je répondrai après, parce que on a l'occasion d'en parler. Mais comme on a le temps. Ouais, alors deux points très précis, parce que d'ailleurs je peux mobiliser des recherches très précises là-dessus. La première question, est-ce qu'il y a des modèles de police bienveillante dans d'autres pays? Oui. Oui. Ce débat-là, il existe dans les pays anglo-saxons depuis très longtemps, encore une fois ce qu'on appelle la police communautaire. L'exemple qui me vient en tête, il est encore ailleurs, il est aux Pays-Bas. Il remonte, il faudrait vérifier comment ça a évolué depuis, mais parfois ça aurait fondamentalement changé. Il y a presque 20 ans, mon exemple, où je vais là-bas à un colloque notamment consacré à la sociologie de la police, et où donc en discutant avec les collègues sur place, ils m'expliquent c'est quoi la police de proximité de base dans une ville hollandaise. Ben, ça consiste en la chose suivante, donc ils vont emmener ensuite l'unité. Donc déjà, ça suppose qu'on ait des implantations décentralisées, donc des commissariats de quartier, des bâtiments, des postes de police de quartier. On n'est pas le modèle de gros truc où on fait des économies d'échelle, croit-on, avec des gens qui tournent autour reliés par un radio à un seul centre. Non, on met des postes de quartier où chacun peut aller à pied, au fond, dans lesquels sont affectés donc durablement des gens qui ensuite vont patrouiller à pied ou en vélo, comme on disait tout à l'heure, et dans une recherche permanente de contact et de service à la population. Ce qui se traduit par des choses concrètes, incroyablement simples et incroyablement inimaginables en France. Donc j'ai vu là-bas la chose suivante, un jeune policier qui est affecté au bureau de police, il arrive, tous les habitants du quartier reçoivent, à l'époque il n'y avait pas encore Internet généralisé, donc c'était un papier dans la boîte aux lettres, reçoivent un papier dans leur boîte aux lettres, une page, voilà, en disant bonjour, voici monsieur machin, on donne son nom, voici sa photo, voici son numéro de téléphone portable, si vous avez un problème, appelez-le. Le service public de base, quoi. En France. Rien que pour avoir un matricule à 8 chiffres, il a fallu un certain nombre de mois de discussion acharnée, et finalement ne pas respecter la promesse qui avait été faite par M. Hollande en 2012, de remplacer le nom par un matricule que tout le monde oublie, le 14 23 247 XB. Voilà. Donc il ne faut pas habiter le plus loin possible de l'endroit où on travaille. Enfin, je pourrais raconter des choses qui sont bien connues en sociologie de la police. C'est le contraire de ça. C'est le contraire de ça. Donc c'est juste incroyable. Sur l'éducation, l'autre résultat de recherche très fort que j'ai en tête, qui répond en partie, mais c'est pour illustrer à votre question, nous, dans mon équipe, on a beaucoup travaillé aussi sur la délinquance juvénile. Les ados délinquants essentiellement, puisque l'âge moyen au premier délit connu de l'adolescent qu'on va ensuite judiciariser, c'est 15 ans. Dans les premières études qui étaient faites par mes ancêtres chercheurs dans les années 60, l'âge moyen du premier délit des jeunes judiciarisés, c'était 15 ans. Exactement le même. Ils n'ont pas rajeuni donc en espace. On a étudié, alors c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 affaires. On a étudié les dossiers de 530 jeunes. Localement, dans le département des Bouches-du-Rhône, et j'ai une doctorante qui par la suite a fait c'est sur Marseille, elle a fait tout le département. Sa thèse qu'elle a soutenue il y a une semaine porte sur 1812 jeunes. C'est la plus grosse étude que j'ai jamais faite en France. Le résultat le plus lourd statistiquement de cette étude, c'est que la cause la plus importante, la rupture la plus importante qu'on identifie dans le parcours de ces jeunes, c'est l'échec scolaire. C'est ma façon de répondre à l'enjeu d'éducation que vous posez. Il y a d'autres questions? Oui. Dans le contexte actuel de déploiement de la vidéosurveillance et des cofinancements par les autres collectivités territoriales, comme par exemple ici chez nous, le conseil départemental de l'Oise, avez-vous des exemples de collectivités locales qui font machine arrière, donc des municipalités qui font machine arrière, qui arrêtent ce déploiement de la vidéosurveillance, qui reviennent en arrière en démontant, en enlevant, et en réaffectant aussi bien les crédits budgétaires que les effectifs de police municipale à des tâches plus de police de proximité et d'îlotier? Alors il y a deux choses différentes. Sur la vidéo, je ne connais aucune ville, j'ai trouvé trace dans une revue de presse internationale évidemment pour compléter
les recherches, j'ai trouvé une ville au Québec, dans un contexte sans doute particulier que je ne connais pas, je trouvais une ville où, objectivement, il y avait dans un programme politique, on va démonter tout ça, faire un grand feu de joie et danser autour. Mais, parce que ça peut être inquiétant. Parler de 70 policiers municipaux, à part les voir dans les cadres qui tournent en ville, on ne les voit jamais, quoi. Et ça sert à rien. C'est très inquiétant. Bon, mais donc, je discute séparément les deux, la vidéo et la police, parce que c'est vraiment deux trucs différents. Donc, j'ai vu aucune ville qui désinstalle tout. Par contre, ce que j'ai vu après la crise financière et économique de 2007-2008, et en Angleterre, où le système en plus de finances locales n'est pas tout à fait le même qu'en France, et où ils ont été souvent plus impactés, j'ai vu un certain nombre de villes anglaises qui ont de fait arrêté d'investir dans la vidéo, arrêté tout simplement de faire la maintenance, en laissant donc au fond les choses mourir de leur belle mort, mais sans crier sur les toits. Parce que poétiquement, c'est un peu compliqué d'assumer quand même. Voilà. Toutes les questions dont nous parlons ce soir sont des questions sur lesquelles il est souvent très difficile de revenir en arrière. Voire impossible, ou en tout cas de le faire réellement, officiellement et en claironnant. Voilà. Donc en Angleterre, j'ai vu ça. Quoi. Quand, voilà, on n'a plus de sous, au fond, ben, on arrête de faire la maintenance, puis quand ça sera en panne, ben, ce sera en panne. Voilà. Ça oui. Complexité supplémentaire, la seule chose où j'ai vu du retour en arrière, c'est pas donc sur les caméras en elles-mêmes, c'est plutôt sur les tâches qui incombent aux gens qu'on veut mettre à regarder les écrans. Voilà. Donc ça, j'ai vu des réductions de postes. Mais la principale chose que j'ai vue, celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est malheureusement le détournement parce que c'est rentable et qu'on fait rentrer des sous dans la caisse par la vidéo d'organisation. Voilà. Alors sur la police municipale, c'est différent. Là aussi, on revient quasiment jamais en arrière sur les choses. D'abord parce qu'on n'a pas vu de licenciement, mais aussi en termes d'équipement, en termes d'armement, etc. Hein. Mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que bon, l'armement, j'aurais tendance à dire, c'est pas la peine de se battre contre des moulins à vent. Vu le contexte sécuritaire, ce qui est passé cautionné par l'État, hein, il y a des choses, c'est monsieur le ministre de l'Intérieur de Cazeneuve, c'est monsieur Cazeneuve qui a fait ça. Voilà. Alors, ces grands airs de machin, je sais pas quoi. Pas personne, j'ai rien contre, hein, on s'entend bien. Hein. On parle de ce qu'il a fait, des actes. Monsieur Cazeneuve a ouvert la vanne et a laissé tout passer. C'est-à-dire que non seulement auparavant, avant l'état d'urgence, pour qu'une ville veuille armer sa police municipale, elle devait demander une autorisation au préfet et elle devait l'argumenter en fonction du contexte particulier local. Bon. Première chose donc qu'a fait M. Cazeneuve, c'est supprimer ce besoin de motiver sa demande au fond. Une ville vous le demande, accordez-lui. Point. Terminé. Deuxième chose, il a dit les armes ça coûte un peu cher, bougez pas. Nous, dans la nationale, on en a plein d'anciens, ça s'appelle les maillotins, ils ne servent plus, on vous les donne. Et troisième chose qu'il a ajouté, troisième décret, hein, troisième chose qu'il a ajouté, il dit, vous savez quoi, on va vous former au maniement dans nos centres à nous de la police nationale. L'État a totalement cautionné ça. Donc, personne ne va revenir là-dessus. Donc l'enjeu, il n'est pas là. Le principal glissement sécuritaire, qui éloigne de cette mission de proximité et du service à l'habitant, c'est tout ce qui permet aux municipaux d'imiter, hein, je disais, la nationale. Et un marqueur très important, c'est pas tant l'armement, l'équipement, le machin, c'est plutôt les missions, les horaires de travail. Voilà, vous voulez un critère très fort qu'une police municipale est en train de dériver pour imiter la nationale, c'est quand elle travaille la nuit, par exemple. Voilà, typique. Parce que la nuit, non seulement tous les chats sont gris, mais tout le monde a peur, on a bien compris. Donc la nuit, il faut être encore plus, machin, bidule, etc. Voilà. Donc, arrêtez de faire tourner la police municipale la nuit sur des missions d'urgence avec des gens alcoolisés, des accidents de la route, machin. C'est les missions de la nationale. Hein. C'est quoi le stade d'après? On va leur faire du maintien de l'ordre et de la lutte contre le terrorisme. Enfin, ça suffit, quoi. De faire n'importe quoi. La mission fondamentale, c'est le service du citoyen pour les petits problèmes de la vie quotidienne, et c'est fondamental. Et c'est fondamental. Parce que ces problèmes sont ceux qui sont les plus fréquents, ceux qui nous embêtent le plus objectivement dans la vie, et que par ailleurs, en faisant ça, ils obtiennent de la reconnaissance, ils obtiennent de la confiance, et donc ils obtiennent de l'information. Or, l'information, c'est la clé de tous les métiers, de toutes les fonctions de police. Et le président de la République, qu'on évoquait il n'y a pas longtemps, a fait un grand speech il y a quelque temps sur les signaux faibles qu'il faudrait capter. Personne ne capte les signaux faibles en France, effectivement. Et pour cause.
La police n'est pas proche de la population. Personne ne lui parle. Et d'ailleurs, on voudrait lui parler, qu'on ne saurait pas comment. Bon. Donc c'est précisément ça. Et c'est ce que dans d'autres pays, on a compris depuis si longtemps, monsieur, parce que c'est tellement simple en fait. La clé de l'efficacité policière, c'est le renseignement, c'est l'information. Si vous n'avez pas d'information, vous êtes à l'aveugle. Si vous ne savez pas dans le quartier où vous allez intervenir, vous êtes à l'aveugle. Si vous savez, oui, il y a un dealer par là, mais que vous tapez 5 portes avant de trouver la vôtre, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux au fil des années. Hein. Si vous ne savez pas faire la différence entre un jeune dealer et un jeune éducateur, parce que ce sont deux jeunes maghrébines en jean et en survêtement à capuche, disons les choses. J'ai vu ça de mes yeux vus. Il y avait marqué police de proximité dans le dos. Hein. Les types ne savaient pas faire la différence entre un éducateur et un dealer, parce que ce sont deux arabes. Voilà le truc. C'est ça la situation. Et c'est dramatique pour la sécurité. Encore quelques questions. Michel, puis madame. On a raison d'être optimiste par rapport au retour en arrière, par rapport à l'éclairage public, qui dans un certain nombre de quartiers, tout au moins dans les villages, est éteint la nuit, quoi, entre 11h du soir et puis 5h du matin. Donc ça, c'est un peu une forme de retour en arrière, on pourrait dire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. La population, à un moment donné, elle adhère à ce sentiment, paraît-il, d'insécurité lorsque les villages sont éclairés toute la nuit. Les églises sont éclairées toute la nuit, tout autour de Beauvais. Il n'y a personne. Les églises sont éclairées. Enfin, et puis la deuxième chose, c'est... alors je reste encore un petit peu sur ce qui était mieux avant, mais c'est par rapport au climat. Là, on peut avoir un sentiment d'insécurité, et puis même plus qu'un sentiment, qui va peut-être petit à petit nous bouger d'une autre façon que celle de la... que ce qu'on a travaillé ce soir. Voilà, je voulais avoir votre avis s'il y a quelque chose qui peut... Ok, plusieurs questions. Madame Merlier. Je voulais savoir si vous avez lu sur les chiffres un rapport exact entre la vidéo-verbalisation et les actes d'incivilité que vous parliez. Et il y avait autre chose. Alors, j'ai pas bien compris la question. On n'entend pas. Parce que vous avez dit qu'il y avait donc l'utilisation plus de la vidéo-verbalisation finalement. Oui. Par la vidéosurveillance, il y avait de la vidéo-verbalisation. Est-ce que finalement il y a eu des conséquences sur la civilité ou les actes qui avaient laissé? D'accord. Une dernière, ce sera la dernière. Toute petite question, j'aurais souhaité savoir si vous avez publié un court ouvrage, une sorte de bréviaire qui recense en fait ces données statistiques qui servent en fait à contrer le discours tout sécuritaire, cette petite bible qu'on aimerait bien sortir, qu'on aimerait bien avoir dans sa poche et sortir dans tous les débats de PMU ou de repas de famille pour dire attention, là c'est contagieux. Ouais, il nous manque cet outil-là. Okay. Sur votre question, madame, je n'ai pas la réponse. L'impact sur les incivilités routières de la vidéo, je ne sais pas. Donc, joker. Sur la question précédente, il y a une préoccupation émergente pour la sécurité environnementale et sanitaire. J'élargirai complètement la chose. Voir un récent incendie d'une énorme usine à Rouen, par exemple. Et pour le coup, j'aurais tendance à dire que je recommande fortement, si je peux me permettre une recommandation, au niveau municipal, de s'emparer bien sûr de ces questions-là. De même que je recommande aussi de s'emparer des questions de sécurité routière, parce que là aussi, quand on interroge les gens au niveau de leur quotidien et pas au niveau de la société, sur des postures qui deviennent tout de suite politisées, etc. Quand on interroge les gens juste sur leur vie quotidienne, la sécurité routière est quelque chose qui ressentent beaucoup plus fortement, notamment pour la peur pour leurs enfants scolarisés, et puis les personnes âgées de manière générale, que la peur du crime ou du délit autre que celui-là. Voilà. Donc je dirais ça. Et puis sur la dernière question, que j'ai oublié un instant, Une Bible. Ah oui. Écoutez, j'ai amené quelques exemplaires, mais j'en ai plus qu'un. Non, mais ça me permet de dire la chose suivante, plus sérieusement. Si j'avais su, j'aurais amené. Bon, mais vous avez sûrement de bonnes librairies donc à Roubaix où vous trouverez tout ce que j'ai pu écrire.
à Beauvais, pardon. Non, on aime bien les gens. C'est même climat. Il n'y a pas de raison en plus que c'est juste la fatigue. Je ne vais pas les enrouler depuis 30 ans. Des personnes, voilà. Oui, ça me permet de dire aussi que, indépendamment des livres, et c'est pas pour vous décourager, je serais ravi de vous achetiez, mais j'ai par ailleurs un site internet où j'essaie de promouvoir le plus de choses en open source, donc vous trouverez la plupart des articles que j'ai écrits, des revues de tout niveau, depuis l'interview de presse jusqu'à la revue scientifique, en accès libre. De manière tout à fait ridicule, ce site porte mon nom. Au départ, c'était un petit blog perso, puis c'est devenu un gros machin. Vous tapez donc mon nom, Laurent Muchelli, sur n'importe quel moteur de recherche, vous arrivez sur mon site. Il y a la possibilité, en un clic sur la page d'accueil, de s'abonner à la petite lettre d'information. Et je ne vous inonderai pas d'emails, on en envoie un tous les 15 jours, c'est pas énorme, qui recense les principales sources d'informations et d'analyse critique que j'ai repérées dans le domaine des questions de sécurité au sens très large. J'inclus l'environnement, j'inclus les questions éducatives, voilà, au sens très large. Merci. Merci. Après peut-être. Merci. Sans plus tarder, parce que le temps nous rattrape, je donne la parole à Roxane. Non, bah, vous remercier pour les questions. Merci beaucoup Laurent, merci Jacotte pour ces interventions. Vraiment, je pense que ça nous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'éléments aussi dans la construction de notre projet pour avoir des idées de ce qui peut se faire en matière